Bonjour à tous. Merci du coup d'être là au cœur de cette journée sur l'exercice médical libéral de l'URPS Nouvelle-Aquitaine. Le thème, donc vous le voyez, regard croisé sur l'évolution de la profession médicale et du système de santé. Un système, je pense que vous le savez, un peu en difficulté, peut-être même en crise. On va voir ça ensemble. Est-ce qu'on va réussir à se soigner demain? Pour en discuter avec moi aujourd'hui, des hommes et des femmes que je suis ravie d'accompagner. François-Xavier Scheber au début de ses canapés, professeur honoraire à l'École des hautes études de santé publique et chercheur au centre Maurice Allwork, qui est un centre de recherche qui est rattaché au CNRS, à l'École normale supérieure et à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Cécile Tagliana, la directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Bonjour et merci aussi d'être là. Ensuite, on continue Guillaume Chevillard, donc, qui est chercheur et docteur en géographie, qui a réalisé des études notamment auprès des étudiants en médecine, mais aussi sur l'adaptation des médecins généralistes dans les espaces en sous-densité médicale. Donc, on pourra discuter de ça ensemble. Merci d'être là aujourd'hui. À votre droite, du coup, une locale de l'étape, si on peut dire, puisque Anne-Florence Bourra est vice-présidente déléguée au conseil départemental de la Vienne, en charge des politiques de santé, et par ailleurs médecin scolaire et vice-présidente du Grand Châtellerault. Bonjour. Merci d'être là. Et puis notre grand chef à tous, je ne sais pas si je dois le présenter, Didier Simon, président de l'URPS, médecin libéraux Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être avec nous et médecin à Mont-de-Marsan, on le dit aussi. Merci d'être là. J'en profite aussi pour remercier évidemment l'URPS Médecins Libéraux Nouvelle-Aquitaine pour l'organisation de cette journée et toutes les petites mains qui s'activent autour de cette salle. C'est important, c'est un événement important. Cette table ronde est prévue pour 1 heure et demie. Je vous propose 30 minutes de présentation. Une première possibilité pour vous de poser vos questions dans la salle avec les micros ou via la visioconférence auprès d'Emmanuel. N'hésitez pas. Et après ces questions et cette présentation, on partira sur les pistes pour l'avenir de médecine libérale pour que vers midi, midi et quart, si c'est possible, on puisse continuer notre temps de questions-réponses. Évidemment, l'intérêt, c'est que vous puissiez leur poser vos questions ou réagir à ce qui a pu être dit. Avant de commencer, on va rappeler quelques chiffres sur les médecins libéraux et mixtes et les chiffres qui ont été communiqués par l'URPS Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, 128 000 à peu près médecins libéraux, 13 000, pardon. 53% de généralistes et 47% de spécialistes. C'est important de voir la répartition entre les deux. Des chiffres qui étaient en baisse jusqu'en 2018, mais les effectifs qui progressent depuis 2019, plus 7%, notamment grâce à la levée du numerus clausus, on en reparlera, et peut-être à une certaine attractivité de zones urbaines et littorales de la région, on en reparlera aussi. Côté sociologie, on y reviendra, mais les femmes représentent 46% des médecins libéraux, donc un peu moins de la moitié, un chiffre qui monte à 55% quand on parle des médecins en formation. Pour la retraite, c'est un sujet évidemment qu'on pourra aborder. L'âge moyen d'un médecin libéral en Nouvelle-Aquitaine est de 49 ans et 26% ont plus de 60 ans. Il faudra donc préparer un grand nombre de départs et c'est pour ça qu'il y a sans doute des étudiants dans la salle. Pour les autres informations, ce qui est important, c'est que l'URPS Médecins Libéraux Nouvelle-Aquitaine dit qu'il y a une demande d'exercice collectif. Il y a d'ailleurs une étude en 2022 qui montre qu'il y a une forte demande d'autonomie, de reconnaissance et de modernisation dans le cadre de l'exercice. Et pour finir, 3 chiffres importants parce qu'on y reviendra. La Nouvelle-Aquitaine, c'est 313 MSP, maisons de santé pluriprofessionnelles, 99 CPTS, communauté professionnelle territoriale de santé, et 5 ESS, équipes de soins spécialisées. Je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler en quoi ça consiste. On va pouvoir donc passer à notre première partie, les grandes mutations pour les médecins libéraux. Et je vous propose d'ouvrir cette table ronde avec Didier Simon pour nous expliquer un petit peu comment a évolué votre travail de médecin libéral depuis les années 80. Bonjour à tous. Alors, pour avoir des regards croisés, il faut utiliser le bon vieux dicton pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Si on fait le d'où l'on vient dans notre exercice professionnel, c'est une sorte de fil rouge. Alors, j'ai 4 minutes pour faire un regard sur l'historique, l'évolution de notre système.
et de nos qualités de vie, hein, puisque c'est le mot à la mode actuellement. Dans les années 80, on était en système concurrentiel tous. Système concurrentiel, je caricature même pas, c'est on se piquait les patients entre nous, d'accord? On se battait pour faire des gardes. Quand on était jeune médecin, on se battait pour faire les remplacements les plus lucratifs. Bref, c'était un univers qu'on peut considérer que ça n'a jamais existé, mais ça a existé. On travaillait tous beaucoup. On s'installait assez rapidement après nos études pour des raisons économiques. Et à l'époque, les patientèles se rachetaient. Hein, c'est ça. Je rappelle que, enfin, moi perso, quand je me suis installé, j'ai racheté une demi-annuité du chiffre d'affaires à la patientèle du médecin que j'ai remplacé. Aujourd'hui, je ne vous ferai pas l'offense, on peut fermer nos cabinets, on ne nous donnera pas un centime et il y aura personne ou peu de monde pour reprendre, surtout dans les zones défavorisées. Donc ça, c'est un élément clé. Ensuite, dans la qualité du travail, on faisait quasiment 50% de visites et 50% de consultations. Aujourd'hui, on est quasiment à 98% de consultations et sur rendez-vous. Ensuite, bah, les gardes, elles étaient effectivement très chargées. Euh, on travaillait en milieu rural parce que j'ai beaucoup remplacé en milieu rural. Et je salue mon confrère Denis Passérieux qui exerce dans cet endroit où j'ai exercé mes remplacements. Il y avait des cabinets secondaires. Ça existait, les cabinets secondaires, mais ce n'était pas financé par les collectivités. Hein. C'était le maire du village qui prêtait la vieille ferme à côté de l'église, et je caricature pas, c'est la réalité, et qui effectivement servait de salle de consultation, c'était la chambre et la salle à manger commune dans laquelle on entrait directement, où il faisait un froid de canard l'hiver, servait de salle d'attente avec les points et revues de Vision du Monde, là, les trucs sur les nobles et tout ça, et ça m'a toujours frappé. Donc c'était cabinet secondaire, les médecins étaient pro-pharmaciens, c'est-à-dire qu'ils délivraient aussi des médicaments, d'accord? Donc, il y aura peut-être quelques similitudes aujourd'hui à voir, mais on n'a rien inventé. La notion de qualité de vie était la même. On choisissait nos installations en fonction de nos conjoints. Nos conjoints travaillaient, et aussi à l'époque. C'était pas la génération des médecins notables qu'on remplaçait. Hein. On a fait des choix d'installation aussi qui commençaient déjà à désertifier les zones rurales. Donc, ça a commencé. Le deuxième clivage qu'il y a eu, c'est les années 2000. Les années 2000, donc on travaillait tous comme des fous, on était en système concurrentiel, on ne se posait pas trop de questions. Et en 2002, c'est un mouvement qui m'a frappé, et pour certains d'entre vous dans la salle, ça vous rappellera quelque chose. C'était la rébellion. J'appelle ça une rébellion parce que ce n'était pas du tout syndical. Ça s'est fait d'une manière spontanée, ce qui risque de se passer en 2026 d'ailleurs. C'était la rébellion contre les visites pizza. C'est-à-dire, on passait tellement de temps dans nos visites. En garde, c'était quasiment 100% de visites. Hein. Aujourd'hui, en garde, c'est 100% de consultation quasiment. Donc, on s'est rebellé contre ces visites pizza qui étaient des visites de confort au final, où même les personnes âgées, il ne fallait pas aller les voir pendant les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, c'était la première série pour les plus anciens d'entre vous, qui se passait après le journal du 13h30. Et si on arrivait pendant les feux de l'amour, on se faisait engueuler, quoi. Donc il y a eu une rébellion terrible. Et on a basculé vers la fin de ces visites pizza et où les patients ont dû changer de comportement. Donc ça, pour moi, c'est un événement important parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'éducation de la patientèle. On en parle beaucoup aujourd'hui de manière très soft, hein, mais tout le monde en parle, mais personne ne fait rien. Et à cette époque-là, ben, l'éducation, elle s'est faite de manière assez brutale avec cette rébellion. Cette même période a commencé à avoir l'amélioration de nos conditions d'exercice, paradoxalement, avec la fin des visites, bien sûr, mais avec le regroupement de plus en plus des médecins. Beaucoup de médecins se sont regroupés dans des exercices collectifs. L'informatisation a démarré.
hein, des cabinets médicaux avec les premiers logiciels métiers. Ça a été la première révolution industrielle qui était importante et qui a permis la fin des dossiers papier. Parce qu'on travaillait avec des dossiers papier avant. Donc, c'est la fin des dossiers papier, c'était le partage de l'information qui démarrait. Et on travaillait sur rendez-vous, on faisait essentiellement des consultations, on s'est regroupés, on a appris à travailler ensemble. On est sorti de cet instinct grégaire et de concurrence. Et paradoxalement, les conditions d'exercice se sont nettement améliorées pendant les 15 années suivantes, quoi. Et après, à partir des années 2015, la génération qui a connu les années 80 a commencé à partir à la retraite. Et là, il y a eu un réveil des politiques, des institutions, en se disant, mais voyons, au final, la médecine libérale et surtout le premier recours, c'est un élément important de l'accès aux soins. Mais s'ils s'en vont tous et qu'ils viennent plus, comment on va faire? Et là, on est parti dans un délire collectif, d'accord? Je stigmatiserai personne, mais on est parti dans un délire collectif où les politiques ont été du tout et du n'importe quoi. On a mis des centaines de milliers d'euros, pour pas dire des millions d'euros, pour financer des MSP, dont actuellement, si on fait le compte en Nouvelle-Aquitaine, vous avez fait le donner le chiffre, mais il y en a un certain nombre qui sont fermés, qui n'ont pas de médecin. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Oui, non, mais il faut le dire quand même. On se retrouve effectivement avec une stigmatisation des médecins par rapport aux arrêts de travail, par rapport à, et au final, notre activité n'est que le reflet de l'évolution de la société et des difficultés de la société. Et la médecine libérale devient le bouc émissaire. Les conditions budgétaires aujourd'hui font que, effectivement, il est plus facile de taper sur le monde libéral qui contribue quand même pour une grosse part à l'équilibre du système de soins. Et on est en train aujourd'hui, dans les années 2025, et je clôturerai mon propos pour pas trop prendre la parole. Vous n'avez pas Euh, parlé de 2020 et du Covid, c'est dommage. Comment? 2020 et le Covid, vous vouliez dire aussi. Ouais, alors on peut parler de 2020 du Covid, Je où on m'autorise sur nous a ça. marché sur la tête. On nous a marché sur la tête et on a dû avoir un combat terrible. Et ce combat, je revendique, c'est pas pour me mettre dans le système, mais on a été le premier cabinet médical en France, et l'ARS pourra confirmer, qui a volé des vaccins à l'hôpital public pour faire les premières vaccinations en cabinet de ville, alors qu'on nous a dit que ce n'était pas possible, chaîne du froid, machin, qu'on n'est pas capable d'organiser. Et avec nos infirmières du cabinet, on a organisé la première vaccination, ce qui nous a valu d'ailleurs à l'époque la visite du Premier ministre, du ministre de la Santé et du directeur de la CNAM. Je peux vous dire qu'on s'en souvient encore au cabinet, hein, de cette visite-là, et même l'ARS s'en souvient. Donc oui, c'est là où... Oui, mais c'est un combat. Vous avez fait bien de rappeler cet événement. Je ne voulais pas spécialement le mettre en avant, mais ça veut dire que si on se bat dans notre activité libérale, et ce sera un combat à partir de l'année prochaine, on peut sauver notre exercice parce que, en conclusion, si c'était à refaire, je vous ai donné le fil rouge, je l'ai vécu ce fil rouge, je recommence tout pareil. Et je m'adresse aux jeunes qui sont là, quand même, au passage. On est là pour faire passer des messages. Engagez-vous dans l'exercice libéral. Libéral, ça veut dire liberté. Liberté, ça veut dire action. Action, organisation. Engagez-vous, n'ayez pas peur, ne tombez pas dans le salariat, parce que là, vous serez sous tutelle. Et avec France Santé qui arrive, la tutélisation commence. Voilà, je clôturerai mon propos C'était là-dessus. bien en introduction, c'était très bien. Ah, vous êtes face à une salle conquise, donc c'est facile. On parle de regard croisé, donc c'est important d'avoir cette vision-là. On va partir plus spécifiquement sur les chiffres. Et comme on a la chance d'avoir un sociologue avec nous, il va pouvoir nous dire précisément si ces impressions d'un changement de médecin sont aussi chiffrées avec les études qui ont pu être faites. François-Xavier Schever. Alors, ce ne sont pas des impressions, hein, c'est un vécu très engagé. Et là, il y a une évolution sans doute des conditions d'exercice, mais on voit que le discours reste le même, c'est-à-dire le discours de l'assiégé, victime et qui doit se défendre. Donc je caricature un peu.
J'aurais 4 points, moi, pour mettre un peu en perspective, si vous voulez. Ce que disait le docteur Simon est vraiment intéressant au niveau de je dirais, de la concurrence qui a été vécue au départ. Euh, le premier point, c'est que l'environnement institutionnel de la médecine libérale a beaucoup changé parce que au début, effectivement, il faut quand même rappeler, si vous voulez, que la profession libérale a été très très contre le conventionnement. C'était un décret Bacon en 1960, puis le premier conventionnement 1971, mais ça a été le début de l'essor de la médecine libérale. Il ne faut pas oublier qu'en 1950, il y avait 35 000 médecins, en 1973, il y en avait 80 000, en 1990, il y en avait 173 000 et actuellement, on en a 237 000 et on tangente 240 000 avant de remonter. Donc, si vous voulez, les patients ont été remboursés, du coup, ils sont venus voir les médecins et la médecine a été attractive. Le problème des années 50 et 60, c'est qu'il n'y avait pas d'étudiants en médecine. C'était trop risqué, on ne gagnait pas sa vie, c'était dur. Et ce que dit le docteur Simon était très vrai. C'était difficile. Dès lors que les patients ont été beaucoup plus largement remboursés et que finalement la médecine libérale a pu s'asseoir sur la protection sociale, là, il y a eu vraiment un démarrage. Donc, conditions difficiles, mais aussi favorables. Alors, ce que je voudrais souligner, moi, c'est que un des grands changements, ça a été que, au départ, l'État avait confié à la profession dominante, finalement, la régulation du système de la santé. Un peu comme ce qui se passe dans le secteur agricole avec la FNSEA. Hein, on donne aux syndicats, alors, côté agricole, hein, finalement majoritaire, la régulation du système. Or, ce qui a changé, c'est que la sécurité sociale, finalement, avait conventionné avec les médecins et il y avait un équilibre. Les réformes Juppé dans les années 90, le Parlement a voté l'ONDAM. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Mais ce sont les parlementaires qui votent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Et en 2004, nouvelle réforme de la sécurité sociale, le directeur de la CNAM est un haut fonctionnaire. Autrement dit, l'État se rapproche, il n'est pas contre, il est tout contre la sécurité sociale. Et du coup, l'ambulatoire qui était en dehors des politiques de santé, souvenez-vous que les premiers schémas régionaux d'organisation des soins au début des années 90, c'était MCO, c'est-à-dire l'hôpital, ou alors les soins de suite. Mais le troisième SROS ambulatoire n'était pas opposable, c'était indicatif. Aujourd'hui, les ARS ont un SROS unique qui fait partie du projet régional de santé. L'ambulatoire est dans les politiques de santé. Ça, c'est une première, si vous voulez, un changement très important parce que du coup, la CNAM d'abord a pris de la force et surtout, le deuxième changement, c'est que l'assurance maladie n'est plus un payeur aveugle. Ils ont importé le disease management d'un modèle américain. Ils ont commencé avec Sophia, etc. Il y a eu l'épisode des CAPI, hein, des contrats d'amélioration des pratiques individuelles. Et comme il y a 15 000 généralistes qui ont adhéré en dépit de l'opposition syndicale, bah, du coup, ça a été mis dans la convention sous la forme des ROSP. On voit bien un arrimage, si vous voulez, de l'exercice libéral dans les politiques de santé. Deuxième point, on parlait du passage du sentiment de pléthore vers le déficit. Alors, il y a une prise de conscience alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas du tout français. Hein. Dans tous les pays européens, on a pris conscience des effets du vieillissement. Et le docteur Simon a très bien rappelé, et c'est vraiment intéressant, la révolte des généralistes, parce que la prise de conscience qu'il y a un certain déficit des médecins, ça ne vient pas tellement des effets de la démographie au départ que de l'arrêt des gardes et de la disponibilité permanente. Et l'effet, c'est que les élus locaux ont été assaillis par des populations qui disaient, mais en fait, il n'y a plus de médecins. Et c'est la rentrée en scène des élus locaux. Ça me semble très important, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, les élus locaux sont des partenaires dans le système de santé. Ils l'ont toujours été. Hein. Jusqu'en 1940, si vous voulez, les hôpitaux étaient gérés par les municipalités. Hein. Et donc, l'État s'est occupé de l'hôpital dans les années 50, 60, 70 avec la grande loi hospitalière où le maire a été écarté au profit du directeur d'hôpital, mais l'ambulatoire était à côté. Aujourd'hui, les élus locaux sont revenus à travers, je dirais, l'accès aux soins qui est devenu un problème public. Ce n'est pas un problème de médecin, l'accès aux soins, c'est un problème public. Deuxième effet du sentiment de déficit, c'est qu'on a mis en ordre les statistiques. Pour gérer un problème, il faut avoir des connaissances.
Or, dans les années 2000, personne n'était d'accord sur ce que c'était un médecin actif. L'Ordre des médecins avait ses statistiques, le fisc avait les siennes, le ministère de la Santé, etc. Personne n'était d'accord. Donc il y a eu un énorme travail statistique et on a fait le répertoire partagé des professions de santé. Et là, c'est très important parce qu'on a aujourd'hui un appareil statistique qui est beaucoup plus robuste et qui va au-delà du comptage des médecins. Pour la première fois, à la fin des années 2010, on a eu, si vous voulez, les statistiques publiques ont objectivé le gradient social de santé. C'est-à-dire que maintenant, on sait que pour la santé mentale, pour l'obésité, pour le diabète, etc., il y a une corrélation directe avec le niveau de vie et les conditions de vie des gens. Donc les inégalités sociales sont objectivées statistiquement. C'est très important d'avoir un appareil statistique public qui est solide et sur lequel on va pouvoir construire des politiques de santé. Troisième aspect, rapidement, le rapport au travail a changé. Alors, on parle des jeunes et des femmes, mais en fait, on passe d'un modèle vocationnel où le travail était le tout d'une vie à un rapport au travail qui est plus celui du métier. Alors, on dit c'est un effet de la féminisation. Les femmes, effectivement, ont contribué à déplacer l'éthos professionnel. Elles ne l'ont pas. Elles ont contribué parce qu'aujourd'hui, les jeunes hommes comme les jeunes femmes veulent avoir un équilibre de vie entre vie privée et vie professionnelle. Et ça, c'est spécifique aux médecins. Quand vous regardez les autres professions libérales, les avocats, etc., on n'en est pas du tout là. Ils bossent. Non, non, mais je le dis, vous aussi, vous bossez. Mais je veux dire, non, non, mais ils ne sont pas du tout dans cet objectif d'équilibre. Pourquoi? Parce que leur marché du travail n'est pas du tout régulé de la même façon. Hein. Et donc, aujourd'hui, les jeunes médecins, depuis 10 ans, le temps de travail est à peu près stabilisé à 56 heures par semaine. C'est beaucoup, 56 heures. Mais c'est le travail des cadres supérieurs. Les 35 heures, c'est un truc d'employé. Les cadres supérieurs sont tous à 55-56 heures. Donc, on est dans une moyenne. Et ça, c'est important, si vous voulez, de le rappeler, parce que ce qui me semble important dans cet ethos professionnel qui a changé, c'est qu'en fait, comme on veut non pas moins travailler, mais réguler son temps de travail, on accepte l'organisation, on accepte d'être interdépendant, on veut plus être tout seul dans son coin. Et c'est ça qui a fait, à mon avis, beaucoup changer les choses, c'est-à-dire qu'on voit bien que on a un modèle de travail qui n'est plus le modèle de contact interpersonnel, mais de plus en plus un modèle professionnel intégré, avec d'autres professionnels, plus pluriprofessionnels, avec des acteurs du territoire, et la conception du travail change. Alors ça s'infuse tout doucement. Hein. Je suis un peu réservé sur ce qui a été dit sur les maisons de santé, etc., parce que, si vous voulez, c'est vrai que les maisons de santé ne sont pas devenues une norme professionnelle. 20% des médecins généralistes travaillent. Mais on voit bien, si vous voulez, elles ont fait la démonstration qu'on ne peut plus travailler de la même façon. Et donc, le propre, si vous voulez, de l'exercice coordonné, c'est non seulement d'être pluriprofessionnel, mais d'avoir un projet de santé adapté à un territoire. Et ça change. C'est-à-dire qu'on passe du soin à la santé et on passe à une réflexion, si vous voulez, qui n'est pas seulement le soin curatif, mais qui est l'accompagnement, qui est une approche beaucoup plus globale. Et dernier point que je voudrais souligner, si vous voulez, c'est, parce que j'ai très peu de temps, c'est les réformes. On fait face à des défis qui ont obligé finalement l'exercice médical à bouger. On voit bien les maladies chroniques. Il ne suffit pas de soigner, il faut accompagner. Et quand vous pensez que 60% des gens en ALD ne suivent pas les prescriptions, on peut comprendre que la CNAM est un peu froid dans le dos. Donc du coup, si vous voulez, on voit bien qu'il y a une urgence à travailler avec les patients. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que l'éthos démocratique fait qu'il y a un moindre respect du savoir, il y a une forme de banalisation des relations sociales, et un certain nombre de médecins le vivent comme un déclassement. Ils ont l'impression d'être moins respectés, etc. Donc, c'est vrai que il y a on appelle ça les exigences des patients. Mais quand on regarde de près, les situations peuvent être assez compliquées. Il y a des comportements qui peuvent être désagréables. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais le fond de l'affaire, c'est quand même d'embarquer les patients dans l'accompagnement des soins, le projet des soins, et de rendre les patients actifs. Donc, ces réformes, si vous voulez, elles ont introduit l'idée de l'exercice coordonné, ça c'est une première chose, et surtout, elles ont déplacé
le monopole du paiement à l'acte et on a introduit l'expérimentation des nouveaux modes de rémunération. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une diversification des modes de rémunération. Dans tous les pays européens, on voit bien que cette mixité des modes de rémunération, c'est tout à fait important pour avoir toutes ces missions, justement, d'une approche plus globale, plus préventive, plus populationnelle. Voilà. Merci beaucoup. Guillaume Chebillard, vous, on peut l'applaudir. Est-ce que vous pouvez lui donner le micro? Vous avez travaillé spécifiquement sur cette évolution auprès des étudiants en médecine. On verra si après il y en a dans la salle. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé aussi dès les études? Bien. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour saisir les évolutions au sein de la profession médicale, quand on est chercheur, on a plusieurs moyens. On peut s'appuyer sur des bases de données. Donc, François-Xavier en a parlé. Il y a des progrès qui ont été faits avec le RPPS, le Système national des données de santé, etc. Mais c'est encore à améliorer. J'y reviendrai. Donc, base de données, des entretiens auprès des professionnels de santé et puis des enquêtes. Là, je voudrais vous parler d'une enquête qu'on a réalisée avec Magali Dumonté dans le cadre d'un projet ANR qui s'intitule MEDSP, qui est une enquête qui est réalisée depuis 2022 auprès des étudiants en médecine en 6e année, juste avant qu'ils passent le concours des ECN. Et l'objectif de cette enquête, en fait, c'est de saisir comment se construisent en fait les choix de spécialité et les choix de lieu d'exercice. Donc, on avait à peu près 9000 étudiants, donc ça va croissant. On a 35-40% de réponses, ce qui est quand même plutôt pas mal. On a bien été aidé par la conf des doyens aussi pour diffuser le questionnaire. Mais s'il y a des étudiants parmi vous, répondez à nos enquêtes, c'est important. Et je vais vous montrer pourquoi. Sur 4 choses qu'on peut tirer des enseignements de cette enquête, donc on a à peu près par année maintenant, à peu près 3500 étudiants qu'on peut étudier. Dans les grands enseignements, il y en a 4 sur lesquels je voudrais attirer votre attention, sur les vœux qu'ils réalisent, sur qu'est-ce qui joue dans les choix de spécialité, quelles sont les spécialités préférées, et puis les profils de ces étudiants et étudiantes. Sur les vœux, une chose intéressante, on fait le questionnaire avant les ECN, je vous l'ai dit, on leur pose tout un tas de questions. Si vous étiez classé premier, quel serait votre vœu numéro 1? Le vœu, c'est une spécialité, une subdivision. Vous avez la moitié des étudiants qui ont accès à leur vœu 1, déjà. Donc l'autre moitié n'a pas accès à leur vœu 1. Parmi ceux qui ont accès à leur vœu 1, seulement la moitié le choisissent. L'autre moitié, en fait, elle choisit autre chose, parce qu'il se passe plein de choses, effectivement, entre le concours, l'été, etc. De l'autre côté, pour ceux qui n'ont pas accès à leur vœu 1, vous avez 30%, pardon, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est important, 30% qui n'ont pas accès à leurs 7 premiers vœux. Donc ça pose une vraie question sur l'adéquation entre là où les étudiants vont se spécialiser et le métier qu'ils vont exercer, avec tout l'enjeu autour de la réforme récente des EDN et des ECOS. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur les spé préférés, en tout cas, qu'est-ce qui compte le plus pour les étudiants? Qu'est-ce qui déclare compter le plus quand ils choisissent une spécialité? En un, c'est d'avoir des contacts réguliers avec les patients et de pouvoir les suivre. En deux, ça ne vous surprendra pas, c'est de pouvoir équilibrer la charge de travail et la vie professionnelle et personnelle. C'est vraiment les 2 items qui ressortent le plus. Viennent ensuite les revenus et d'autres items. Donc les spé préférés, puisque vous allez me poser la question, c'est chirurgie plastique, chirurgie maxillofaciale et dermato. Et les moins préférés, c'est la biologie médicale, la gériatrie et voilà. J'ai pas la troisième, j'arrive pas à lire de là où je suis. Un point important et central sur les profils des étudiants. On peut pas, je vous le disais, on a fait que 4 années d'enquête, voir comment ils évoluent, mais dans la photo qu'on fait. 2 points. Effectivement, la féminisation est très marquée, mais plus forte en médecine générale. C'est 3/4 des étudiants qui sont des femmes, 60% pour les étudiants dans des spécialités hospitalières. Et deuxième point qui pour moi est crucial par rapport à la question des déserts médicaux, de la répartition géographique des soignants, des incitations à l'installation, de la contrainte à l'installation, c'est que vous avez une sous-représentation des étudiants qui sont issus de zones rurales. Donc on a à peu près 25% d'étudiants avec une fourchette haute, parce qu'on définit un étudiant rural comme quelqu'un qui est soit né, soit a grandi en zone rurale, soit les deux. Donc 25% des étudiants contre un tiers de la population française. Et ça explique beaucoup de choses derrière. Pourquoi? Parce que quand on tient compte
de toutes les caractéristiques des individus et qu'on raisonne à individus identiques, on se rend compte que l'origine rurale des étudiants, elle joue sur le choix de la médecine générale. Donc, toutes choses égales par ailleurs, ils choisissent davantage la médecine générale. Donc, à parents identiques, conjoints identiques, performances identiques, ce que vous voulez. Et deux, ça rejoint un constat qui est largement documenté ailleurs. Ils choisissent davantage d'exercer en zone rurale et donc, a priori, il y a plus de chances que plus tard, ils s'installent dans ces zones. Voilà sur les profils un peu. Je finis un petit point très rapide, mais celui-là, il est très important, vous l'avez compris. Sur la mobilité des étudiants, on a des études là de d'autres collègues, de Julien Sillol notamment, qui montrent qu'en fait, pour les médecins généralistes libéraux, vous en avez 2 tiers qui s'installent dans la subdivision de formation, là où ils ont été formés, et un tiers qui change de subdivision. Pour ce tiers-là, on ne sait pas s'ils reviennent là où ils étaient en premier et deuxième cycle, ou si c'est d'autres raisons qui jouent, mais voilà, pour vous dire donc que dans l'installation, l'origine géographique, le lieu de formation, c'est vraiment des déterminants majeurs et on commence à avoir des évidences en France de cela. Ça, ce sera intéressant pour ce qu'on va discuter ensuite sur toutes les pistes pour l'avenir. Avant de passer à quelques questions, on avait 2 petits points à voir. Peut-être François-Xavier, si vous êtes d'accord, de nous faire un petit comparatif par rapport au reste de l'Europe. On avait dit qu'on ferait une partie peut-être un peu géographie rapide. Est-ce qu'il y a des systèmes qui fonctionnent ailleurs et si oui, est-ce qu'on peut s'en inspirer? Alors en fait, ce qu'on peut observer, si vous voulez, c'est que tous les pays ont les mêmes problèmes. Et donc la tension démographique sur les professionnels de santé, c'est un phénomène mondial en fait, même pas dans les pays développés, c'est un phénomène mondial. La première chose, le vieillissement et ses conséquences, maladies chroniques, etc. C'est un deuxième problème. Et la maîtrise des dépenses partout. Donc voilà, bienvenue au club. Hein, tout le monde a les mêmes. Donc deuxième chose, c'est que dans les systèmes de santé, il y a une quadrature du cercle. Il y a 4 objectifs qui sont très difficilement compatibles. La qualité des soins, ça ne se discute pas. La maîtrise des dépenses, on est obligé. L'égalité d'accès, la liberté des acteurs. Donc il y a des pays qui ont fait le choix de l'égalité. C'est les pays où l'État, finalement, a, je dirais, la main sur l'organisation des soins. Donc c'est les pays nordiques ou l'Espagne post-Franco. Donc là, il y a moins de liberté que choix, mais par contre, il y a une égalité d'accès. Pour les Attribution soins, d'un médecin traitant. alors je précise, on est bien dans l'État-providence, hein, c'est-à-dire que, si vous voulez, si vous avez une assurance privée et que vous avez les moyens d'aller dans le privé, là, la liberté est totale. Donc pour les soins remboursés, le Danemark, par exemple, est intéressant parce qu'il y a 2 catégories de patients. Catégorie 1, c'est vous n'avez pas le choix, mais tout est gratuit. Et catégorie 2, vous avez le choix, mais on vous rembourse qu'une partie. Donc, du coup, vous avez une complémentaire. Donc, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a une tension entre des pays comme la France qui ont fait le choix de la liberté et non pas du tout de l'égalité, et des pays, par exemple, nordiques ou espagnols, qui ont les mêmes niveaux de vie, enfin, même niveau de santé, hein, je veux dire, où effectivement, la solidarité se paye par des formes de contraintes. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que en matière de comparaison entre, il faut être très prudent. Parce que moi, j'avais fait une comparaison France-Allemagne avec les mêmes outils en fonction des, comment dirais-je, des configurations de négociation, etc., ça n'aboutit pas aux mêmes politiques publiques. Donc, il ne faut pas imaginer qu'un outil, alors que ce soit l'informatisation, que ce soit des dispositifs de prévention, etc., a les mêmes effets partout. Tout dépend, si vous voulez, des négociations. Et en France, c'est très difficile parce que on met en scène souvent la profession médicale contre l'État, ou du moins face à l'État. En réalité, la profession médicale est très divisée et l'État n'est pas du tout homogène. Vous avez, non, mais vous avez le ministère du Budget d'un côté, le ministère de l'Intérieur, et on sait que c'est des ministères très, très forts. Vous avez la Sécurité sociale, vous avez le ministère de l'Éducation nationale, parce que la formation des médecins, Guillaume en parlait, c'est le problème, c'est que la formation, ça dépend d'un ministère qui n'est pas celui de la santé. Hein, et donc, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, et ça explique, si vous voulez, des politiques un peu erratiques parfois dans leurs effets,
ou non homogènes, alors que dans le ciel des idées, les choses devraient être claires. Donc voilà, au niveau comparaison européenne, si vous voulez, on est plutôt, je termine juste par là, on est plutôt bien placé, c'est-à-dire qu'on dépense beaucoup quand même. On est le pays qui dépense, avec l'Allemagne, beaucoup. On a une espérance de vie qui est bonne, mais par contre, on a une mauvaise espérance de vie en bonne santé. Et là, on a un delta par rapport à d'autres pays européens qui est vraiment problématique. Ça veut dire qu'on a une priorité absolue, c'est la prévention. Le bon soin, c'est celui qu'on peut éviter demain. Et donc, du coup, on voit bien qu'on a une population qui vieillit, mais qui vieillit pas forcément en bonne santé, d'autant plus qu'elle est de conditions modestes ou précaires. Et là, ça nous, par rapport aux autres pays européens, d'autres pays européens qui ont intégrer, je dirais, la prévention dans leur politique de santé, là, on a quand même un delta qui est significatif. Et qui dépend aussi peut-être de là où elle habite, puisque en continuant sur la question géographique, Guillaume Cheviard, vous aviez fait, vous, une étude spécifique sur l'adaptation donc, des médecins généralistes à la sous-densité médicale. C'est une étude qui a montré que ce vieillissement justement des populations ou dans ces zones, c'était compliqué. Oui, tout à fait. Peut-être rappeler deux choses, mais par là des médecins généralistes, surtout libéraux. La raréfaction de l'offre médicale, ça fait 10 ans qu'elle est entamée. Juste bien avoir en tête qu'elle ne se fait pas de manière homogène, pardon, sur le territoire. Donc elle concerne tous les territoires en moyenne, si vous voulez, mais elle est plus forte dans les territoires qui sont déjà fragilisés, sous-dotés. Donc en général, les zones rurales. Donc c'est vraiment là que ça s'accélère. Et l'enjeu du projet de recherche, donc Rosam, qui était piloté par Bruno Venteloup de Marseille, c'était de voir dans ce contexte de raréfaction comment s'adaptent les médecins là-dessus, donc à partir là aussi d'enquêtes, de bases de données, d'entretien. Donc vous donnez peut-être 4 résultats, puisqu'on a publié ça récemment sous forme de synthèse. Vous le trouvez sur le site de l'IRDES. Euh, Première adaptation qu'on a regardée, donc adaptation soit à la raréfaction, soit spécifiquement à la raréfaction dans les déserts médicaux. La première chose qu'on a regardé, c'est est-ce que les médecins ont tendance à cesser leur activité ou à quitter le territoire concerné. Donc on a construit des indicateurs de turnover territoriaux en neutralisant l'effet de départ en retraite. On s'est concentré juste sur les départs anormaux, entre guillemets, de médecins généralistes d'un territoire, donc déménagement, cessation d'activité, temporaire ou non, etc. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a un gradient, il y a plus de turnover de médecins dans les zones les plus fragiles. Donc, si vous voulez, il y a un cercle vicieux dans ces territoires-là qui ont une moins bonne attractivité et qui, en plus, perdent leurs médecins. Seconde adaptation qu'on regardait, enfin plusieurs à partir d'enquêtes, c'est comment les médecins ajustent leur quantité de travail, leur organisation de travail et leur pratique de soins. Sur la quantité de travail, on avait deux photos, une avant le Covid qui montrait qu'en fait, les médecins dans les déserts médicaux, ils travaillaient autant, on va dire en volume d'heures que les autres, mais ils travaillaient de manière plus intense, donc avec plus d'actes et de patients qui voient. Après le Covid, il y a un choc, ça a été évoqué, choc pas que pour les médecins, de la société, de reconfiguration aussi du rapport au travail. Et là, on observe deux choses. Dans l'ensemble, les médecins diminuent leur temps de travail hebdomadaire, les médecins généralistes libéraux. En revanche, cette diminution, elle est plus forte dans les territoires sous-dotés, ce que nous, on interprète comme un moyen pour les médecins généralistes de lever le pied, de se protéger aussi de l'épuisement, puisqu'on vous l'a dit, il y a plus de turnover aussi dans ce territoire. Sur l'organisation du travail, ça se formalise par davantage de délégations par les médecins qui exercent en maison de santé et en zone sous-dotée à d'autres professionnels de santé. Et enfin, en termes de pratique de soins, là, on a plutôt des marqueurs un peu défavorables, puisqu'on voit que les médecins qui exercent dans les déserts médicaux, ils vont plutôt avoir tendance à rogner sur le temps de formation et aussi sur le temps de la consultation, ce qui n'est pas forcément favorable pour le patient. Donc c'était intéressant dans ce projet, si vous voulez, de regarder, il y a plein de questions que ça pose, cette désertification médicale pour les patients, pour les médecins, pour les territoires. Mais là, c'était vraiment de se concentrer sur les questions que ça pose pour les médecins généralistes. Merci beaucoup. On va passer dans un instant aux pistes pour l'avenir et notamment ce qui a pu être mis en place dans un département comme la Vienne ou ce que l'ARS essaye de faire à l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'avant cela, il y a des questions dans la salle ou
en visioconférence. Sinon, on peut enchaîner sur les pistes. Élise, quelques questions, oui, en visio, mais je rappelle que vous avez des micros à disposition. N'hésitez pas à lever la main. On est là dans une logique de débat avec les différents intervenants. En attendant, oui, quelques questions. Alors, il y en a certains pour les auditeurs que je prendrai ensuite parce qu'elles concernent plutôt la formation, l'avenir, etc. Le docteur Simon parlait en introduction de l'évolution du métier. Une question qui pose depuis 2002, la loi Kouchner qui a marqué une étape majeure dans le rôle et le droit des patients. Aujourd'hui, ils prennent davantage de poids dans la relation médicale. Est-ce que cela a transformé la pratique et quel est l'impact justement sur l'organisation? C'est bon. D'abord, la demande de soins, elle ne cesse de croître déjà. Donc, ça veut dire qu'il faut de l'organisation dans le temps médical. On parlait du temps de la consultation. Le temps de la consultation déjà a diminué indiscutablement. Quand on faisait des visites, on mangeait chez les patients au midi. On était invité. Là, on n'a même plus le temps. Ça veut dire que c'est des organisations de temps. C'est des organisations dans les cabinets. Alors, on parle des MSP. Alors, bon, moi, je voudrais qu'on casse un peu les MSP. Je suis désolé. Nous, on est 4. On a 2 infirmières. On n'a pas le label MSP. On n'aura pas le label France Santé. Et on a plus de 8 000 patients médecins traitants dans notre cabinet. Et on travaille avec nos infirmières, en délégation de tâches avec nos infirmières. On va aller en prison parce que c'est des infirmières azalées et on les considère un petit peu comme des IPA. Et donc, elles suivent nos patients hypertendus, nos patients diabétiques, nos patients BPCO, elles nous font les tests mémoire, etc. Et ça nous fait gagner de l'efficacité dans l'organisation. Et le problème, c'est que ce n'est pas reconnu par la CNAM, puisque le système azalé est remis en question aujourd'hui pour des raisons très obscures. C'est pour ça que je disais dans la fin de mon propos que les responsables, les institutions, les politiques font des choix un peu anarchiques et sont en train de casser la dynamique organisationnelle mise en place spontanément par l'écosystème libéral et qui pose un réel souci parce qu'on est en train de casser cet élan d'organisation en nous mettant sous tutelle. Et ça, c'est pour moi le grand drame des années à venir, même si je ne suis pas effectivement à me projeter dans les 10 ans qui viennent, puisque je ne pense pas travailler encore dans 10 ans. Mais je fais tout aujourd'hui dans notre engagement au niveau de l'URPS en particulier pour que le terrain soit propre pour la nouvelle génération. Et c'est ces messages-là qu'on essaie de faire passer. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle avant de passer du coup à ce qui peut être fait dans la Vienne ou au niveau de l'ARS? On le fera juste après si vous voulez. Vaut mieux qu'on continue d'avoir d'abord les pistes. Il y avait aussi d'autres réactions, questions. Je regroupe très rapidement sur justement la dimension sociologique qui a été abordée tout à l'heure. Alors, je rebalaye un peu quelques réactions ou questions en disant donc les projections démographiques, les départs massifs à la retraite, le numerus clausus trop bas, tout était documenté. Comment expliquer que les politiques publiques aient attendu que la crise soit visible pour agir? Autre remarque, n'y a-t-il pas un risque d'inadéquation entre les mesures politiques actuelles très contraignantes et les attentes des jeunes générations? Justement, quelqu'un réagit en disant aujourd'hui, sondage réalisé auprès des internes de dernière année, la volonté d'avoir pour beaucoup une autre activité que leur activité médicale en parallèle, donc ils ne vont pas s'y consacrer à temps plein. Dernière remarque dans la logique, les étudiants arrivent dans un système où l'offre médicale se raréfie depuis plus de 10 ans. Comment demander à une génération déjà fragilisée psychologiquement d'absorber une crise qu'elle n'a pas créée? Le rebond, voilà, pour le collectif. Ça va être difficile de réagir en une fois. Je pense qu'on peut quand même voir d'abord ce qui est fait au niveau... allez-y, je vous en prie. Moi, je pense, si vous voulez, que ce qui est dit est quand même doit être vraiment entendu, mais la question, c'est que on pense toujours les choses au niveau individuel. Le choix d'installation, c'est un choix individuel. Le choix de vie, etc. Bon, c'est un niveau essentiel. Mais dès lors qu'on parle de politique publique, de contrat social, de solidarité, etc., il faut passer à un autre niveau. Il
Il faut passer à un niveau plus politique. Et là, la question, c'est quelles sont les alliances qu'on peut faire entre une profession et, donc, ce n'est pas les jeunes et individus, c'est au niveau collectif, l'acteur qui représente, alors ça peut être l'URPS en région, ça peut être la profession médicale, les syndicats, etc. Mais c'est à ce niveau-là que ça se discute aussi. Il ne faut pas tout rabattre sur l'individu. La deuxième chose, c'est que on inflige, je dirais, on accuse, ou du moins la tonalité du discours tendrait à penser qu'on accuse les jeunes. Mais en fait, quelle est la situation? On est depuis 30 ans dans un mouvement de métropolisation. On réunit tout autour des grandes villes. Historiquement, le métier de médecin, il est urbain. C'est pas pour rien qu'on parle de médecine de ville. Bon, donc il n'y avait rien dans les campagnes. Il y avait des bonnes sœurs, il y avait des centres de santé infirmiers, il y avait des officiers de santé. Bon, donc c'est pas nouveau du tout. Et la métropolisation, comment on sélectionne les étudiants en médecine? C'est des concours des meilleures études, des meilleurs élèves des lycées urbains. Bon, c'est dédié, c'est statistiquement bon. Donc, alors bien sûr, il y a des donc si vous voulez, c'est des effets sociétaux. On ne peut pas les mettre sur les épaules des individus. Donc il faut changer, me semble-t-il, un petit peu l'approche et voir un peu qu'aujourd'hui, le problème de la désertification médicale, mais c'est la désertification des services publics aussi, c'est le problème du milieu rural. C'est la conséquence d'une politique d'aménagement du territoire spécifiquement française autour des grandes métropoles. Quand vous allez en Allemagne, ben, c'est beaucoup plus, vous avez des petites villes équipées partout, c'est des choix. Alors, la densité allemande est un peu plus supérieure, mais quand même, quand même. Donc, si vous voulez, c'est des choix politiques de long terme dont on a les conséquences négatives, mais il ne faut pas le mettre sur les épaules des jeunes médecins, il ne faut pas pousser quand même. Il y a Guillaume Chevière qui voulait réagir et après, il y a une question dans la salle. Oui, merci. Moi, je trouve cette question cruciale de comment sont prises les décisions politiques et sur la base de quoi, quels faits. C'est vraiment un sujet pour nous, chercheurs, et pas que, mais je vais vous donner trois exemples. Mais on savait au début des années 2000, on avait les premiers modèles de projection de l'adresse qui nous montraient qu'on allait se prendre un mur. Il y a plein de choses qui ont été faites, mais moi, je vois, j'ai pas solution à tout, mais trois petites explications. Et si vous avez le temps, il y a un débat au Sénat où justement il y avait l'Observatoire de la démographie des professionnels de santé, l'adresse qui était, on va dire, auditionnée sur ce sujet. Vous pouvez aller le voir, c'est assez éclairant. Il y a pour moi, une absence de dialogue, de connaissance entre les chercheurs et les décideurs politiques. On n'a pas ça dans notre ADN. Alors, moi, je prends mon bâton de pèlerin, je vais sonner aux portes, etc. On y arrive un peu, mais c'est pas dans le logiciel et des chercheurs et des institutions publiques. Ça, c'est un vrai problème. C'est vraiment un souci. Je reviendrai après là-dessus, mais ce truc-là est problématique. Euh, Deux exemples. Vous avez récemment un plan qui a été annoncé par François Bayrou pour lutter contre les déserts médicaux. Vous avez une carte qui est sortie à l'échelle des intercos avec différents indicateurs qui dit 87% de la population est dans un désert médical. 3 semaines après, vous avez une circulaire qui part du ministère qui dit aux ARS, vous allez définir les nouvelles zones déficitaires selon tel critère et telle échelle, et c'est 36% de la population. Je pense qu'en regardant un peu de plus près, on ne comprend pas ce qui s'est passé, comment a été prise la décision ou qu'est-ce qui explique ça. Il y a sûrement des explications, mais il y a une part d'irrationnel. Ça, c'est mon premier point. Et enfin, un exemple, pour revenir sur les projections démographiques, on était au courant, mais en fait, il y a aussi dans les institutions publiques beaucoup de turnover. Si vous voulez, les gens viennent et puis on perd cette expertise. Dans la recherche, on est plutôt spécialisé sur des thématiques, on va garder notre expertise, mais donc on perd ça. Et moi, pour avoir noué des contacts, par exemple à la DGOS, ben, quand on change d'interlocuteur, on repart de zéro. En fait, et franchement, c'est compliqué, hein. Et là-dessus, non, mais c'est vraiment important parce que des fois, on fait des choses, c'est repris, on est très content. Je vous parlais du plan de Bayrou. La première mesure dont il parle, c'est diversifier l'origine géographique des étudiants. Bon, ben là, moi, je suis très content parce que je me dis que le message, il est passé, il est remonté. Mais à côté de ça, il y a d'autres décisions qui sont prises qui peuvent un peu interpeller. Et j'en finis avec mon dernier exemple, celui actuellement sur la réforme de la réforme, l'ASPAS.
il y a cette décision qui a été prise, un groupe de travail a été lancé. A priori, on connaît déjà le résultat du groupe de travail et de la réflexion. Ça interpelle aussi sur comment les décisions sont prises, quoi. Voilà. Donc, pour nous, franchement, c'est important déjà de mieux se connaître avec les médecins, etc., mais aussi avec les politiques. Et je reconnais qu'il y a un gros, gros travail à faire en France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a médecins, politiques et chercheurs sur un même plateau et c'est beaucoup de chance. Vous aviez une question, pardon. C'était plus un questionnement parce on a posé la question des autres systèmes en Europe, par exemple. Euh, J'entendais ce matin, j'ai pris une conversation au vol, que la Suisse proposait aux jeunes médecins français de venir s'installer plutôt en Suisse, là où ils seraient mieux payés, mieux reconnus et où ils conserveraient leur liberté d'exercice. Donc c'est vrai que même si les systèmes ne sont pas superposables et que chaque système est différent, on a quand même un sentiment, même si ce n'est qu'un sentiment de déclassement en France de notre exercice libéral et que dans certains pays, les choix n'ont pas été les mêmes et que l'effet est que ça peut être plus attractif ailleurs. Xavier, vous connaissez le système suisse? Oui, enfin, bon, le Luxembourg pompe tout le nord de la Meurthe-et-Moselle et de la même façon. Donc ça, c'est l'effet frontière de pays riches, plus riches que d'autres. Ce que vous évoquez, si vous voulez, c'est le recours à des médecins étrangers. Alors, donc, dans des pays, par exemple, en Angleterre, c'est traditionnel, il y a 30% des médecins qui sont étrangers, mais ça, c'est le Commonwealth. Bon, en Allemagne, actuellement, il y a tout un grand plan pour contractualiser avec la Tunisie, les Philippines, le Mexique, etc., pour faire venir des... Bon, donc ça, c'est le brain drain. On pompe l'élite des autres pour essayer de compenser. Et du reste, l'adresse avait prévu une baisse du nombre de médecins en France. Ça n'a pas eu lieu parce que les retraités sont restés actifs et on a eu 9% de médecins à diplôme étranger en ambulatoire, ce qu'on avait à l'hôpital, mais ce qu'on n'avait pas en ambulatoire. Donc ça, si vous voulez, c'est pas... Moi, je ne l'interpréterai pas comme un déclassement. C'est simplement la lutte des pays qui essayent de tirer les marrons du feu, hein. Donc c'est vrai que... alors, en revanche, ce que vous posez, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est le niveau de rémunération. Par exemple, aux Pays-Bas, les médecins sont plutôt mieux payés. Seulement, la première ligne, c'est beaucoup les infirmières. Et en fait, on s'aperçoit que dans les cabinets médicaux, en médecine générale notamment, il y a des choses qui peuvent être, je dirais, solutionnées peut-être autrement qu'avec un recours aux médecins obligés. Et donc, du coup, cette présélection oriente vers les médecins. Alors, c'est vrai que c'est une intensification du travail, seulement elle est compensée par un niveau de rémunération supérieur. Donc, on peut jouer là-dessus, si vous voulez, pour savoir quelle est la nature de l'activité et du coup, quand on la rémunère, hein. Donc, si vous voulez, c'est pas. Enfin, moi, je raisonnerai pas en déclassement général, etc. Il y a des phénomènes de concurrence, il y a des phénomènes, il y a des leviers possibles, il faut réfléchir. Mais qui fait quoi? C'est aussi la question de la division du travail. Donc en France, on est beaucoup orienté médecin, médico-centré, tout est médico-centré. Donc on a besoin des médecins, il y a aucun problème là-dessus. Après, il y a peut-être une réflexion en matière de division du travail. Et d'ailleurs, le docteur Simon a montré tout l'intérêt d'avoir une infirmière azalée, par exemple, dans une équipe. Alors, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, allez-y, moi, je vous en prie. On passera pour écouter aussi nos deux autres intervenantes qui ne sont pas encore... Merci. Une réflexion, je suis tout à fait d'accord avec votre intervention précédente, là sur effectivement la notion est nécessaire de collectivité et versus individualisme. C'est vrai que la profession de médecin a toujours été une profession extrêmement individuelle. Ça a changé et c'est en train de changer, mais encore faut-il laisser à la profession libérale sa liberté. Voilà. Et on voit effectivement que sur les territoires s'organisent des structures de coordination et de responsabilité territoriale, mais on ne leur laisse pas la liberté. Didier en a parlé tout à l'heure. Voilà, le problème, il est là. Effectivement, qu'on donne à la médecine libérale, sauf si on veut la faire disparaître, mais qu'on le dise à ce moment-là. Et on a bien l'impression quand même que quelque part, il y a cette notion dans les tuyaux. Mais qu'on lui laisse à ce moment-là la liberté de s'organiser,
ce qu'elle est en capacité de faire, ce qu'elle sait faire, et à juste titre, puisque justement, elle est sur le terrain et elle connaît le métier. Et ce qui est insupportable, c'est de voir cet encadrement progressif et permanent jusqu'à une mise sous tutelle, pardon, de cette profession. Et que si on revient à l'épisode du sida, du sida, non, pas du sida, pardon, du Covid, effectivement, la médecine libérale a eu des tas d'idées. Voilà. Et il a fallu, comme disait Didier tout à l'heure, passer les lignes parfois pour arriver à mettre ses idées sur le terrain. Et moi, je me rappelle très bien que quand le Moderna est sorti, par exemple, l'ARS nous a dit, pas de problème, dès que le Moderna est à disposition, on vous le donne. Voilà. Et puis, 8 jours après, on nous a dit, ah, mais non, là-haut, ils ne sont pas d'accord, vous ne l'aurez pas. Voilà. Et finalement, alors tout le monde dit, ça s'est bien passé, le Covid, on a fait ce qu'il fallait. Ça aurait pu être beaucoup mieux, si on avait vacciné les gens chez eux, dans leur territoire, et ceux qui en avaient le plus besoin. Voilà. Et c'est cette problématique d'organisation du territoire qui aujourd'hui a fait cette réflexion, justement, de ne plus travailler en individualité, mais de travailler en coordination, en pluriprofessionnel, sur les territoires. Voilà. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en l'air aujourd'hui avec tout ce qu'on nous propose. Voilà. Et tout à fait d'accord avec vous aussi sur effectivement le manque comment dire, de sérieux des réflexions actuelles et qui ça part dans tous les sens. Et on est dans l'urgence aujourd'hui. Et si, pour terminer, je dirais voilà qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit la maxime d'Henri Mondor, qui est notre maître à tous et qui disait mauvaise médecine et fille de la hâte. Et on est en train, effectivement, d'appliquer ça aujourd'hui en faisant n'importe quoi, en faisant des propositions absolument ahurissantes et en étant qui auront pour aboutissement, si ça continue comme ça, la disparition de la médecine libérale et le désintérêt pour cette profession merveilleuse. Et voilà, et on tue une dynamique petit à petit parce que probablement là-haut, il y a des mesures dogmatiques qui font leur chemin d'année en année, de décennie en décennie, et c'est dommage, et c'est ce qu'on essaie de défendre aujourd'hui. Pour aller un peu plus loin que les mesures dogmatiques de là-haut, c'est quand même intéressant de voir ce qui est fait dans le département de la Vienne, si vous êtes d'accord. Et vous voulez poser votre question maintenant ou on fait d'abord ce qui est dans le département? Non, juste une réflexion et ça va rejoindre un peu au niveau du département parce que je vais faire je vais dire le relais. Sur nos territoires, on connaît nos territoires, on connaît les besoins, on connaît les ressources. Et moi, je suis ahuri par rapport à ce qui a été dit, qu'il y a des institutions de recherche, des institutions qui travaillent au niveau de la recherche démographique, au niveau sociologique, au niveau tout ce que vous avez apporté comme élément, et on n'en prend pas compte. Je veux dire, au niveau des territoires, on a besoin de ces données pour pouvoir avancer et proposer en fonction de nos besoins. Comme ça a été dit, sur nos territoires sous-dotés, on s'organise, on s'adapte. Mais à un moment donné, le fil va rompre. C'est plus possible au niveau de toutes les professions. Donc, comment faire que des politiques écoutent des scientifiques qui ont quand même des données depuis des années et qui n'en ont rien à faire. Je suis désolé de dire ça, mais là, voilà, ça me met encore plus en colère pour agir pour 2026. Alors, c'est un témoignage qui est intéressant parce qu'Anne-Florence Bourrat, en plus d'être vice-présidente déléguée au conseil départemental en charge des politiques de santé, elle est aussi médecin scolaire et aussi présidente de l'hôpital psychiatrique Henri Laborie, d'ailleurs, à Poitiers. Donc, vous avez double casquette. Ça va s'allumer tout seul quand vous allez parler, vous inquiétez pas normalement. Est-ce que vous voulez nous présenter ce qui peut être fait justement pour que ça puisse mieux se passer? Vous pouvez pas tout régler en un coup de baguette magique, mais déjà, qu'est-ce qui peut être mis en place? Merci. Et d'abord, il a été déjà dit beaucoup de choses. On a aussi parlé des politiques et donc je me positionnerai là. Mais un peu comme vous, je trouve que c'est important de savoir d'où on parle. Et moi, j'ai cette chance-là d'avoir exercé en médecine générale, puis ensuite d'être entrée en santé scolaire, donc en médecine de prévention, d'avoir aussi une vision sur l'évolution de la médecine de prévention en France. Et puis d'avoir été élue en 2015 au département de la Vienne et avoir subitement changé d'angle de vue et sorti la tête de l'eau et voir un peu comment le système fonctionnait. Donc maintenant, j'ai 10 ans d'observation de ce qui se passe sur notre territoire, avec aussi ce regard professionnel. Et puis, à côté de moi, mon mari qui est installé comme médecin spécialiste depuis voilà, qu'on se connaît.
et donc qui a vécu aussi cette évolution, comme vous l'avez vécu pour un certain nombre, avec les problématiques dans certaines spécialités d'accès au plateau technique, de fermeture de cliniques qu'on a vécu récemment sur notre département. Et donc, derrière, de mobilité pour l'accès aux soins pour un grand nombre de patients, perte de chance, etc., etc. Donc, c'est de là que je parle et que j'aimerais aussi réagir à tout ce qui a pu être dit avant d'aller sur ce qu'on peut mettre en place, parce qu'il y a l'observation, il y a les différences de temporalité. C'est-à-dire que je suis heureuse de voir tout ce qui se fait au niveau observation par les chercheurs, et puis ensuite le pratique sur le terrain. Parce qu'en fait, un élu local, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui essaie d'agir sur son territoire. Et je retiens ce que vous avez pu dire, parce que tout ce que vous avez dit, je l'ai vécu. Voilà, je cautionne tout ce qui a pu se dire là, dans l'évolution de la pratique médicale. Mais ce que je constate, c'est euh, il y a une sorte de méprise sur ce que c'est que la médecine libérale. Pour moi, aujourd'hui, les jeunes médecins qui s'installent, c'est pas du libéral. En fait, on est au milieu du gué. Ils s'installent sans être l'entrepreneur que les médecins d'avant étaient. C'est-à-dire qu'avant, dans les années dont vous avez parlé, on faisait ses études, on était dans la matrice de l'hôpital pour apprendre, et puis du jour au lendemain, on se transformait en chef d'entreprise. On créait son cabinet, on recrutait une secrétaire, on achetait ses locaux, on prenait ses risques, on rachetait une patientèle. Donc il y avait un équilibre qui se faisait. Aujourd'hui, un jeune qui arrive, il commence par regarder le prix du loyer à payer dans la maison de santé qui a été financée pour partie par les politiques publiques. Donc on n'est pas dans du système public de salariat, mais on n'est plus non plus dans le système privé tel que les anciens le connaissaient et que les jeunes pourtant utilisent dans le même mot. Donc voilà, c'est déjà des choses de base qu'il faut bien se remettre en perspective. Ensuite, qu'est-ce que peut faire un élu local? Et là, vous l'avez très bien dit, subitement, c'est devenu un problème d'élu local. Et les maires, ils réagissent comme ils savent faire. C'est-à-dire qu'un maire, quand il y a un administré qui ne va pas bien, qui lui dit « moi, je ne peux pas accéder aux soins », ben voilà, il répond « je vais faire une maison, je vais construire des locaux, comme ça, il y aura des gens qui viendront ». Ça a été ça, les premières réactions. Et puis les toutes dernières, c'est « j'y arrive pas, ah, il y a de la télémédecine, je vais acheter une télécabine ». Donc c'est ça qu'on a vu depuis 10 ans se faire sur le territoire et il a fallu trouver un décodeur entre les professionnels de santé et les élus locaux. Parce que j'ai vu des frictions terribles sur les territoires entre des maires qui ne voulaient pas ci ou des médecins qui ne voulaient pas ça. Donc là, déjà, il a fallu cette adaptation-là. Ensuite, politiques publiques qui ont évolué. En effet, les ARS, moi j'ai vécu la loi NOTRe en 2017, qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans la région Nouvelle-Aquitaine avec un pôle à Bordeaux, très, 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 très loin d'ici, pour ceux qui ont fait la route. Voilà. Et que ça aussi, ça a changé. L'éloignement des centres de décision, ça a changé énormément en 2017. J'ai vécu ce que vous avez pu dire sur la petite expérience de ce qui se passe au ministère. Moi, je ne connaissais pas non plus, je n'ai pas de mandat national. J'ai été appelée par le ministre Neuder pour faire partie d'un groupe d'experts sous Bayrou pour sortir le plan santé de M. Bayrou. J'ai donc là rencontré, on était une dizaine de tout. Voilà, il y avait moi pour la partie politique et observation départementale, mais il y avait le responsable de Médecins Solidaires, il y avait voilà différents grands acteurs. On a beaucoup discuté, on a fait des propositions. Ben, ça n'a pas vraiment correspondu à ce que j'ai pu. Voilà. Voilà. Donc, là, je suis heureuse aussi d'entendre cela, parce que moi, perso, je n'ai pas la science infuse. J'ai vécu ça sur l'environnement. J'ai une collègue qui s'occupe de l'environnement. Et elle ne pouvait pas aller à une certaine conférence et elle m'a demandé de prendre la parole. Et je disais ça, je disais, mais
il faut qu'on s'appuie sur les expertises en tant que politique. Sinon, où est-ce qu'on va? Enfin, sur le climat, on pourrait parler, hein, mais c'est un vrai sujet qui fâche. Mais voilà, si on ne s'appuie pas sur vous, on ne peut pas y arriver. Donc, tout ça, je le constate. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis hyper pratico-pratique. Je regarde le territoire. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'élu local? L'équité d'accès aux soins. On ne peut pas laisser des zones entières du territoire sans accès aux soins. Bon, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a comme possibilité alors que ce n'est pas notre compétence au niveau du département? Vous savez, en France, chacun a ses compétences, hein. Le maire, la région. Nous, ce n'est pas notre compétence. Pourtant, il faut qu'on fasse quand même. Et donc, le parti qu'on a choisi de prendre au département de la Vienne, c'est d'avancer avec ce qu'on va observer. Mes premières observations, c'était, il y a des cartes de l'ARS. Moi, ce que j'observe sur le territoire, ça n'a rien à voir. On me donnait des zones sous-denses, alors que, entre-temps, des médecins étaient partis, d'autres étaient arrivés. Certains territoires fragiles s'étaient consolidés, d'autres. Donc, on a fait, hein, des premières alertes au niveau de l'ARS à l'époque, en 2015, pour dire non, mais changez vos cartes plus vite, quoi. Tous les 2 ans, tous les 5 ans, tout ça, ça ne va pas, c'est pas possible. Et puis après ça, j'ai vu comme vous l'arrivée de l'exercice coordonné. Il y a du bon. Moi, je trouve qu'il y a du bon. Malgré tout ce qu'on s'est dit avant, ou avec tout ce qu'on s'est dit avant, il y a vraiment du bon. Et on travaille en bon entendement avec l'ARS aujourd'hui pour faire en sorte que ce que je ressens de bien, et les seules choses sur lesquelles on peut s'appuyer, ce sont les dynamiques locales. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure, mais c'est là aussi on a besoin de lever des freins. On discutait avec le ministre qui est venu labelliser les France Santé et avec le président de l'Ordre des médecins locaux. Et on se disait, même juste ça, l'encadrement des MSP qui sont construites. Aujourd'hui, pour avoir la labellisation, il faut 2 médecins. Mais ça colle plus. Enfin, franchement, ça marche plus. Il y a des tas d'endroits où on pourrait labelliser, mais 2 médecins de base pour avoir une labellisation de maison pluridisciplinaire de santé, aujourd'hui, ça colle déjà plus. Il y en a qui en veulent pas. Ça, Pourquoi j'ai entendu. labelliser, du coup? Quel est l'intérêt de labelliser? Vous le savez tous, hein, il y a des contraintes, il y a des avantages. Il faut rentrer dans un projet de santé, il faut faut faire une CISA, etc., etc. Donc, il y a des médecins qui adhèrent, qui se disent, tiens, j'y vois du plus, j'y vois du bonus. On y va, on fonce. Et là, ça marche. Franchement, ça marche. Mais il faut un leader. Il faut un leader qui dure dans le temps. C'est une autre conception. Un leader qui dure dans le temps. Le constat au bout de 10 ans, c'est que tout est fragile aujourd'hui. Je vous comprends parce que vous avancez dans un univers peu sécurisé. On voit des maisons de santé qui montent, et puis parce qu'il y a un accident de la vie, parce que ça descend. Et là, pour le coup, ça peut être brutal. Et nous, les clignotants rouges qui existaient à un endroit n'existent plus à un autre moment. Bon. Dernière chose qu'on a observée récemment, c'est les villes moyennes. La sous-préfecture de ce département, Châtellerault, qui est quand même une ville de plus de 36 000 habitants, elle a vu fondre le nombre de généralistes là, récemment de manière dramatique, au point que la chance qu'il y a sur ce territoire, c'est qu'il y a une CPTS qui fonctionne bien, ce n'est pas toujours le cas. Eh bien, cette CPTS s'est organisée. C'est aujourd'hui quelques médecins du rural qui viennent aider la ville-centre. Voilà. Donc, on est dans des bouleversements qui sont... Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on continue quand même à aider nos jeunes par des bourses d'études. Ça marche. C'est pas que l'argent qui marche. C'est parce qu'on a autour. Ici, le chargé de mission santé du département qui accompagne, qui essaie de guider dans cette espèce Pour de... les démarches administratives. Oui, on a fait un guichet unique. On fait aussi une équipe mobile, c'est-à-dire que toutes les institutions se déplacent pour aller voir les professionnels sur le territoire, pour rassurer, pour expliquer. Voilà, notre job, c'est de mettre du lien et de l'accompagnement. Certes, on a mis de l'argent, mais très modestement par rapport à beaucoup d'endroits. Parce que c'est vrai qu'il y a du gâchis d'argent public. Et moi, vous connaissez mon parcours maintenant, donc
première des choses, ne pas gâcher l'argent du contribuable aussi. On n'a pas le droit, j'ai pas le droit de faire des propositions dans ce sens. Et puis, on a misé sur le paramédical. Parce que pour nous, aujourd'hui, le système de santé, c'est tout le monde. C'est pas que les médecins. Et que quand, quelque part, on voit une dynamique paramédicale se créer, eh bien, on a vu aussi des médecins arriver. Donc, on va dans du très, très pratico-pratique, dans du très concret, tout en étant en observation voilà, de ce que vous dites. Et j'étais très heureuse et impatiente d'écouter vos propos, avec là, moi, des vrais sujets qui arrivent. On a proposé à l'ARS Nouvelle-Aquitaine de travailler sur de la télémédecine assistée augmentée. Ça fait 10 ans que je me dis, la télémédecine, oui, on y va, ça va être votre outil à tous, mais comment on le fait pour le faire intelligemment? On a voulu faire un observatoire avec l'ARS, c'était un peu tendu à l'époque, voilà, l'ARS disait c'était e-santé, on s'en occupe, c'est pas ok, pas de problème. Ça a mis du temps. Là, je me disais télémédecine ok, mais locale, avec des gens qui se retrouvent, qui ont envie de faire une télémédecine. Expliquer aussi. Des infirmières qui viennent soutenir. Voilà, des infirmières qui vont, qui, dans leur tournée, utilisent des outils avec une consultation programmée avec un médecin qui est pas loin. Oui, ça me semble pertinent. Voilà. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Et puis, on n'en a pas parlé. Il va y avoir l'arrivée de l'IA, là. Personne n'en parle. Mais c'était la conférence d'avant. Ah bon? Ok, mais ici, on peut en parler aussi. C'est quand même juste la révolution qui nous attend. Puis je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les chercheurs, mais c'est quand même une sacrée révolution, surtout pour notre métier. Donc, voilà ce qu'on fait. On fait beaucoup de choses. Le vieillissement de la population, les personnes qui restent à domicile, qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui ne voient plus personne, la réarrivée de certaines pathologies qu'on ne voyait plus, certains cancers du sein, voilà, des choses comme ça qui réapparaissent dans nos campagnes. Les mammographies qu'on ne fait plus dans nos campagnes non plus, parce qu'il n'y a plus le réseau de médecins pour... voilà. Je parle beaucoup. Je sais. Là, Madame Morin, je suis désolée, mais Madame Liana n'a pas encore pu parler. C'est pas chouette parce que tous les 4 autres personnes m'ont dit je viens à cette table ronde que si l'ARS est présent. Donc, l'ARS est là, elle passe en dernière, c'est pas sympa. Et en plus, elle a été chargée à bloc avant. Donc, merci. Merci d'être là. Elle passe en dernier, mais c'est l'État. Et on sait très bien que l'État parle toujours en dernier et a toujours raison. Vous avez le droit de réagir. Il manque le préfet. Il manque le préfet. Non, vous êtes directrice générale adjointe du coup à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'il y a des solutions qui essaient d'être mises en place? On parlait surtout des questions aussi de formation. Est-ce que c'est possible que, allez, on va parler Nouvelle-Aquitaine, il n'y ait pas que Limoges, Bordeaux et Poitiers, par exemple? Oui, on va parler de Nouvelle-Aquitaine. Alors oui, il y a effectivement plein de choses qui sont mises en place. J'entends bien que c'est pas suffisant, que voilà, tout ça est un processus qui s'accumule au fur et à mesure, qui a parfois des hauts, des bas, des ordres, des contre-ordres. C'est la réforme permanente. Bon. Je ne reviendrai pas là-dessus. Juste pour dire, en réaction à ce qui a été dit juste avant, pour dire les décisions, comment elles sont prises. Alors, il y a eu des erreurs au cours du temps. Je vous avais dit que j'en parlerai. Il y a eu des erreurs au cours du temps. Moi, j'étais au ministère de la Santé, la direction de la Sécurité sociale. Et je peux vous dire qu'on a fait des erreurs. La démographie médicale, alors vous allez vous dire qu'on avait les chiffres au début des années 2000. Alors moi, j'étais au milieu des années 2000. Il n'empêche qu'on ne l'a pas vu, le mur de la baisse en densité de médecins. On a, voilà. Non, mais on ne l'a pas vu parce qu'il y avait des paramètres. Non, mais parce qu'il y avait des. C'était pas moi qui décidais, hein, c'est pas moi qui faisais les chiffres pour le coup, c'était effectivement l'ONDPS. Pas pour tout mettre sur le dos de l'ONDPS. Non, mais pour vous dire comment les prismes politiques peuvent influencer aussi. D'une part, on n'a pas vu la baisse du temps médical, qui est quand même, vous en avez parlé tous les deux en termes de chercheurs, cette baisse du temps médical, on ne l'a pas vue. La féminisation, pareil, qui, même si voilà, ce n'est qu'un facteur d'influence, n'était pas assez prise en compte sans doute. Et voilà, il y avait des facteurs comme ça qui n'étaient pas assez pris en compte. Il y avait aussi le fait que quand on regardait globalement la carte de la France, on regardait surtout les inégalités de densité.
D'où toutes les initiatives qui ont pu fleurir au cours du temps sur les contraintes à l'installation. Donc, moi, dès dans les années où j'y étais, et avant et après, les idées, c'était plutôt, en fait, globalement, on était au-dessus de la moyenne européenne à cette époque-là. On était un peu au-dessus. Globalement, en fait, il suffirait, guillemets, de mettre les médecins qui sont là pour les mettre là. Là, il y en a trop, là, il n'y en a pas assez. Et globalement, en moyenne, voilà, ça marche à peu près. D'où des idées qui ne sont plus effectivement, enfin, qui n'ont jamais été appliquées, hein, d'ailleurs. Hein. Enfin, après, on a beau dire il y a des contraintes. Non, il n'y a pas de contraintes sur l'installation aujourd'hui. Donc, ces idées, elles ont fleuri, elles n'ont jamais été appliquées. Donc, il n'y a absolument toujours pas de contraintes là-dessus. Donc, pour dire, voilà, je pense qu'on n'avait pas toutes les bonnes données, qu'on ne les interprétait pas bien, effectivement, et qu'il y avait des présupposés politiques sur la régulation qui ne marchaient pas, voilà, qui ne tournaient pas. Mais par contre, chose quand même, j'étais pareil au ministère à ce moment-là, quand on commençait à émerger les maisons de santé. Eh ben, c'est l'IRDES qui est venu, voilà, alors il y avait déjà des études internationales sur le travail en mode coordonné. On a poussé les expérimentations de maisons de santé. L'IRDES a fait les évaluations, a prouvé que ça marchait, on a pu mettre de l'argent dedans, etc. Donc c'est pour dire qu'on n'est quand même pas, même le niveau national n'est quand même pas complètement sourd aux évolutions et prend en compte ce que fait la recherche, mais pas assez. Et ça reste tout à fait vrai que c'est pas du tout assez pris en compte. Deuxièmement, avant de détailler un peu les solutions, enfin ce que fait l'État, voilà, ce qu'il peut apporter. Deuxièmement, parce qu'on a parlé des inégalités sociales de santé, juste pour rappeler que le soin, c'est 20% des déterminants de santé. Donc en fait, vous aurez beau, en tant que médecin, en tant que professionnel de santé, faire tout ce que vous pouvez, vous n'influerez que sur 20% des déterminants de la santé des gens. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est préserver cet aspect-là et influer sur tout le reste. L'environnement, l'habitat, les conditions économiques, l'éducation, etc., etc. Donc c'est tout ce qu'on essaye de faire avec le One Health, avec l'urbanisme favorable à la santé, etc. Mais la santé dans toutes les politiques, c'est encore plus un mot pour l'instant qu'une réalité. Donc voilà, sinon, en fait, les professionnels de santé ne feront que courir après la maladie, la dépendance, etc. Et ne pourront pas améliorer totalement l'état de santé de la population. Donc c'est une sorte d'épuisement après. Donc après, les solutions, quand même, pour revenir au cœur du sujet. Donc en fait, il y a deux grands types de solutions. Type de solution pour augmenter le nombre de médecins, voilà, tout simplement. Autre type de solution pour améliorer la répartition. Beaucoup parlé des zones sous-denses. On a aussi des zones sous-denses, enfin en ruralité. On a aussi des zones sous-denses qui sont dans des petites zones urbaines, effectivement, hein, comme Châtellerault ou autres, et extrêmement liées à la configuration française, configuration relativement atypique en Europe par rapport à son aménagement du territoire et c'est quand même une faible densité sur le territoire qui fait que on raisonne beaucoup sur des moyennes, mais avec une faible densité, c'est assez largement une erreur de raisonner sur des moyennes. Donc, pour augmenter le nombre, évidemment, sur la formation, suppression du numerus clausus, même suppression du numerus apertus. Vous avez en ce moment, donc c'est toutes spécialités confondues, hein, parce qu'après, on peut parler d'inégalité aussi généraliste, spécialiste. C'est toute. Donc, en ce moment, vous avez la concertation sur les objectifs nationaux de formation de professionnels. Donc avec les différentes organisations, avec les universités aussi, puisqu'effectivement c'est bicéphale comme gouvernance, et qu'il y a des contraintes dans les universités que le monde de la santé ne maîtrise pas, même pas totalement, mais pas du tout en fait. Et donc la manière dont on l'envisage en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'en fait au cours des 20 dernières années, on a formé par habitant moins de médecins que la moyenne nationale. Je parle de moyenne là aussi, mais bon, c'est vrai sur nos 3 subdivisions. Hein. Donc, on en a formé moins. Donc, forcément, on décroche. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est 9e en densité médicale en Nouvelle-Aquitaine. Si on restait sur la même tendance qu'aujourd'hui, donc si on n'augmentait pas nos médecins formés, on deviendrait 12e. Donc, il faut augmenter ce nombre de médecins à former dans les universités. Comment ? Alors, comment ? Déjà, en ouvrant des capacités dans les universités. Hein, tout simplement. Donc ça, c'est les universités un arrêté national qui va fixer les objectifs pour les universités. Les universités, après, votent leur capacité de formation. Donc il faut des moyens pour la formation.
Il faut des moyens dans les universités pour gérer ces nouveaux étudiants. Évidemment, il faut aussi qu'il y ait des nouveaux étudiants qui arrivent. Et donc ça, j'en parlerai après plutôt dans la réorganisation, enfin le rééquilibrage. Deuxièmement, pour avoir plus de médecins, c'est aussi en fait plus de temps médical dont on a besoin, de temps consacré à la pratique médicale la plus utile. Donc mieux utiliser le temps médical, puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, on a une file de patients médecins traitants qui est de 680 patients par médecin traitant, donc ce qui est, vous voyez, assez loin de l'objectif que fixe la CNAM, qui est plutôt, alors c'est vous qui le connaissez sans doute mieux que moi, mais je ne sais plus si c'est 1100 ou 1200. Donc on en est quand même assez loin. Donc il faut récupérer du temps médical. C'est les objectifs qui sont poursuivis depuis des années avec ce que vous disiez sur le partage de tâches dans l'exercice coordonné, qu'il s'appelle maison de santé pluriprofessionnelle avec ACI ou sans ACI. Je vous le laisse si vous voulez. Mais en tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, alors nous, on compte les maisons de santé avec ACI. Enfin, l'assurance maladie compte les maisons de santé avec ACI parce que les autres, elle ne sait pas les compter. Elle ne les connaît pas juridiquement. Donc, on a 15% des médecins qui sont installés dans une maison de santé en exercice coordonné avec ACI. 15%. On n'est pas à 50%. Et liberté totale de s'installer en maison de santé, hein. On n'est qu'à 15%. Donc voilà, c'est l'état de fait et qu'aujourd'hui, on n'est qu'à 15% et que ça augmente petit à petit, malgré les aides des collectivités territoriales, malgré voilà, l'intérêt qui est manifesté par les jeunes, d'après les enquêtes pour le coup, sur cet exercice coordonné, qui est le premier facteur d'attractivité. Mais avec là des différences importantes, puisque en Charente, je n'ai pas pris que votre département de la Vienne, en Charente, on a 38% des médecins qui travaillent dans un exercice coordonné. On voit qu'il y a des cultures aussi locales, peut-être très anciennes, qui ressortent. Deuxième moyen, les assistants médicaux. Donc alors avec là aussi des financements qui évoluent, de l'assurance maladie, enfin bon, tout ça n'est pas très stable. Assistants médicaux, donc pour faire gagner du temps à la fois sur la consultation et sur la coordination ou l'administratif. 9% des médecins généralistes en Nouvelle-Aquitaine ont un assistant médical, mais c'est 30% en Corrèze. Donc voilà, il y en a quelqu'un de Corrèze là-bas qui a un assistant médical ou pas? Oui, qui a un assistant médical. Voilà, on pourra faire la pub après. Autre solution, donc les IPA, infirmiers en pratique avancée. Alors, il faut du temps pour former des infirmiers en pratique avancée, donc effectivement, ça se développe plus lentement. À l'ARS, on en a accompagné 123 jusqu'en 2024. Je n'ai pas le chiffre 2025. C'est-à-dire que 60% des IPA en formation, on les a accompagnés financièrement à l'ARS avec 30 000 euros. Donc, ce qui est quand même pas négligeable, avec l'engagement de s'installer après. Donc, c'est une solution aussi. Et puis, utiliser toutes les professions de santé, le pharmacien qui peut faire des vaccinations, la sage-femme qui peut faire tout le suivi gynéco, etc., etc. Et ça, le rôle des CPTS peut être tout à fait important pour faire cette organisation dans une notion de responsabilité populationnelle. Donc, deuxième type de solution pour rétablir, je vais aller vite, et améliorer l'équilibre, parce que je reviens sur la file de patients médecins traitants. Toujours donc chez nous, on a une file de patients qui va de, je vous ai dit 680 en moyenne, ça va de 602 à 926, selon les départements. 926, c'est dans les Deux-Sèvres, qui est un département qui est très durement touché par la diversification médicale. Donc en Deux-Sèvres, ça bosse. C'est pas qu'ailleurs ça bosse pas, mais en Deux-Sèvres, il y a une grosse surcharge, enfin une grosse charge de patients. Donc comment améliorer cette attractivité dans les territoires qui sont les moins bien dotés? Alors c'est ce qu'on fait ensemble avec les départements, notamment sur terre d'accueil jeunes médecins, donc avec où on donne un petit financement au département pour mieux organiser l'accueil matériel, faire aimer le département, le faire connaître, favoriser l'installation dans ce département. Deuxième moyen, les docteurs juniors. Les docteurs juniors, donc on va en avoir 300 à partir de novembre 2026 en Nouvelle-Aquitaine, puis c'est un chiffre qui va augmenter au fur et à mesure de la suppression du numerus clausus. Donc 300 docteurs juniors qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a choisi de positionner, encore faut-il avoir des maîtres de stage universitaires, mais de positionner dans les territoires sous-denses. Et l'objectif pendant cette année où ils seront dans les territoires sous-denses, où ils vont apporter un énorme plus à la patientèle de ces territoires, c'est qu'ils aiment le territoire,
Qui reste Ou pas après. loin. Et donc qui reste après. Voilà. Plus difficile, évidemment, si ce sont des Parisiens qui, tout à coup, se retrouvent dans une ruralité. Mais on voit que les aspirations peuvent changer aussi et qui peuvent y trouver un intérêt. On a toute la question de l'emploi du conjoint, on a toute la question. Enfin voilà, il y a tout ce qui va avec qui peut être un frein. Mais un MSU en exercice coordonné dans un territoire où on a un très bon accueil, etc., ça peut quand même être un facteur d'attractivité. Je vais vous laisser terminer pour qu'on Ouais, puisse faire les je questions. termine justement par donc, le zonage, donc les aides à l'installation. Alors bon, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui est quand même assez critique sur les différents types de zonage, leur superposition, leurs évolutions, etc. Bon, on est en train de le concerter là, principalement avec, alors ça a été concerté avec les professionnels, etc., mais avec les élus locaux, que justement les élus locaux le prennent en main. Et puis après, on a plein d'autres choses. Alors, on a les médecins solidaires, alors les centres médecins solidaires qui ont été créés en Nouvelle-Aquitaine et qu'on subventionne largement pour l'ensemble du territoire. On a alors un médecin près de chez vous, effectivement, le plan Bayrou. Je ne ferai pas de commentaire sur cette question. Mais voilà, c'était l'occasion de dire allez-y, avant qu'il y ait la contrainte, puisqu'il y avait deux PPL, deux propositions de loi, pardon, qui étaient sur ce sujet de la contrainte à l'installation. C'était bon, bah, allez-y, on vous dit, bah, si vous arrivez à vous organiser pour aller dans les zones les plus sous-denses, alors avec un mode de calcul qui était différent, qui tenait compte de la fragilité de la population par rapport à son niveau de vie, etc., d'où pas la même zonage que les zonages habituels. Bon. À ce compte-là, les propositions de loi, peut-être que les élus nationaux n'auront plus envie de faire ces propositions de loi. Bon, Ça n'a pas on va fonctionné. voir. On va voir. Vous avez la mission des CPTS sur l'attractivité, et puis vous avez sur la formation, j'en termine par là, sur la formation, alors on a des questions de formation, si on veut mettre des médecins partout, il y a la question de la surspécialisation pour les spécialités, et qui font qu'après, on n'a pas des surspécialités à mettre partout, et donc on a une concentration dans les CHU ou les gros CH. Bon. Mais sinon, c'est effectivement aller chercher les lycéens, en fait, les futurs étudiants dans les territoires ruraux. Comme vous avez dit, on sait que quand ils viennent de territoires ruraux, ils s'installent plus facilement. Ce n'est pas du 100%, hein, ils se réinstallent plus facilement en territoire rural. Pour aller les chercher, alors il y a l'idée de mettre une première année de médecine dans tous les départements. Là où ça a été fait, ça a même parfois été supprimé après parce qu'en fait, il n'y avait pas de réussite dans ces départements. Ça n'a pas marché, surtout avec une première année de médecine qui est quasiment 100% en distanciel aujourd'hui, donc avec peu d'accompagnement. Donc on retrouve les mêmes inégalités que s'il n'y avait pas cette année-là. Donc il y a l'idée de faire des cordées de la réussite, hein, plutôt avec du tutorat et d'aller à partir de la première ou de la terminale, aider les élèves qui ont une appétence pour la médecine, leur faire découvrir déjà ce que c'est que la médecine véritablement, ce que c'est que d'être un médecin libéral ou pas, et de les accompagner sur le chemin de la réussite vers la fac de médecine et vers la réussite aux premières années, voilà, quoi que ce soit que deviennent les premières années, avec les bourses aussi quand on peut en mettre. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que l'un des invités veut réagir Juste une petite réaction. Bon, d'abord, souligner que notre travail collectif avec l'ARS, je parle de l'URPS des médecins libéraux, est un travail qui s'est amélioré avec le temps. Positif. De manière positive, et qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on souhaiterait que les politiques, on en a une représentante là, prennent en compte qu'il ne faut pas tuer ni le soldat ARS, ni le soldat URPS, et qu'on a une connaissance du terrain. Si en plus on s'allie avec les chercheurs qui sont marginalisés, on pourra peut-être former sur les territoires un comité de pilotage plus efficace et qui pourrait contrecarrer ce qui nous fait peur dans les propositions de loi comme la PPL mouillée, hein, qui veut faire un observatoire départemental de l'offre de soins et confier ça aux conseils départementaux. Je n'ai rien contre les conseils départementaux, je suis un ancien élu moi aussi, hein, avec l'assurance maladie, le préfet et uniquement le conseil de l'ordre des médecins. Je veux dire, c'est une erreur stratégique. On a essayé, on a rencontré le sénateur Mouillet, qui n'est pas loin d'ici. Je suis parti de Mont-de-Marsan pour le voir. Et j'ai rencontré un mur
Et ça, je trouve ça désolant parce qu'il a confondu l'URPS avec l'UNPS, ce qui prouve qu'aussi que les politiques n'ont une méconnaissance du système de soins qui est catastrophique, parce qu'ils ne connaissent pas les chercheurs, mais ils ne connaissent pas non plus le système de soins, et qu'au jour d'aujourd'hui, on a des propositions à faire à ce niveau-là. Et je pense que le travailler ensemble, on parlait de travail interpro, de travail collaboratif, de la délégation de tâches, etc. Mais je pense que aussi au niveau des gens qui ont des compétences, il faut les regrouper et il faut que les politiques s'appuient sur ces compétences-là pour être efficaces sur leur territoire. Et il est urgent, ça, ce n'est pas une vision à 15 ans que je propose, c'est une vision 2026. Tout va changer en 2026. Oui, mais 2026, parce que sinon, le système va exploser et le monde libéral va vraiment faire une fronde, mais comme la fronde, la vraie fronde du Moyen-Âge. Hein. Ça va pas être très finote. Hein. Guillaume Ouais. Chevillard, vous souhaitez réagir? Après, il y a une question dans la salle. Oui, très rapidement, mais merci beaucoup. C'est super d'avoir le regard des politiques et puis vous avez plein de choses, j'imagine, à raconter aussi tout à l'heure sur un peu les coulisses, mais vraiment c'est important. Je reviens parce que vous avez raison, Cécile, vous avez insisté. Il y a quand même des choses qui fonctionnent, mais le design un peu rêvé de prise de décision publique, vous l'avez évoqué, on expérimente, on fait évaluer et ensuite en fonction, on généralise. Pour les maisons de santé, c'est vrai, ça a fonctionné et c'est parfait, tout le monde s'y retrouve. Après, on pourra nuancer ce que ça apporte ou non. Il y a d'autres expérimentations en cours où les résultats ne plaisent pas forcément aux décideurs. Et donc, voilà, on ne va pas écouter les chercheurs et ce qu'ils ont dit. J'en dirai pas plus. Sur la régulation quand même, qui est un peu le sujet de la loi Garot depuis 5 ans, etc., la régulation de l'installation. La question qu'on peut se poser, c'est sur la base de quoi on peut se dire que la régulation de l'installation des médecins va améliorer l'accès aux soins dans les zones les plus problématiques. On ne sait pas par définition ce que ça va donner. Du coup, on a deux options, enfin trois. On regarde à l'étranger ce qui a été fait. François-Xavier en a parlé. Deux, on regarde ce qui a été fait pour les autres professions, infirmières, kinés, sages-femmes. Pour les infirmières, on voit que dans un contexte de hausse des infirmières, ben, ça permet effectivement de limiter les installations et que ça progresse là où c'est moins doté. Pas de manière fulgurante, mais somme toute, les inégalités en territoire se réduisent. Donc le dispositif fonctionne dans ce contexte avec des déterminants différents, etc. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut le transposer aux médecins, oui, non? A priori, non. Et troisième option qu'on a, c'est de dire, ben, on connaît les comportements d'installation des médecins et on fait une projection de ce qu'on sait, de ce que ça va donner. Donc sur cette question là-dessus, pour faire simple, en France, on sait que les maisons de santé, en moyenne, ça permet d'attirer des jeunes médecins, y compris dans les territoires qui sont les moins attractifs. On sait que les incitations financières, ça ne fonctionne pas. La Cour des comptes a fait un rapport là-dessus très détaillé dans lequel vous avez des études de mes collègues aussi là-dessus qui montrent bien que bah, les zones de revitalisation rurale, ça ne produit rien en moyenne en termes d'installation. Ça ne fonctionne pas pour les médecins généralistes. Et j'ai perdu mon fil. Sujet trop dense. Et 3, il faut que je conclue. Non, mais 3, il faut préparer demain. Donc, c'est effectivement diversifier les étudiants qui vont s'installer. Mais mon point, c'est que sur la régulation de l'installation, le faire maintenant, puisque ça diminue partout, ce ne sera pas forcément efficace. Par contre, si dans 5 ans, on observe que les jeunes médecins, quand la densité va augmenter, ils s'installent prioritairement là où il y a davantage de médecins, la question va forcément se poser à nouveau avec plus de force. Enfin, il faut le reconnaître, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et là, pour le coup, quand on a des billes et qu'on l'a documenté, voilà, ça se pose. Mais encore une fois, il faut, et je suis ravi qu'on puisse le faire ici, mais il faut bien croiser les regards, ce qu'on sait et tout ça. Alors, Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis, en fait, je réalise qu'il manque un interlocuteur. Là, effectivement, c'est l'université. Parce que ce qui est un peu choquant quand on s'installe, parce que moi, je suis, entre guillemets, classée jeune, même si je commence à plus l'être tant que ça, mais je ne me suis pas installée dans une maison de santé. J'ai créé mon cabinet, j'ai investi, je suis devenue chef d'entreprise. Donc, il y en a encore qui ont envie d'être chef d'entreprise et qui ne rêvent pas d'une aide ou d'un assistanat ou d'un salariat. Mais
Ce qui se passe, c'est que j'ai passé la maîtrise de stage pour recevoir un interne de spécialité en pédiatrie et que je n'ai personne actuellement. Et donc ça, c'est dommage parce qu'effectivement, j'aurai un interne de spécialité. Je lui montrerai comment ça fonctionne dans une zone semi-urbaine qui est considérée surdotée, mais qui en pédiatrie est bien sûr sous-dotée et où on fait à la fois de la pédiatrie générale, mais aussi de la surspécialité. Et là, à l'heure où je vous parle, effectivement, des listes d'attente concernant des difficultés d'apprentissage qui grossissent. Voilà, avec l'impact écologique des écrans, des problèmes sociaux. Et effectivement, on retrouve des gens parfaitement qui pleurent tous les jours dans le cabinet du fait du sentiment d'être seul. Donc moi, je pense que vraiment sur l'université, c'est pour l'année prochaine. Il faut absolument qu'on ait quelqu'un de l'université pour faire bouger les lignes. Pourquoi on n'a personne dans nos cabinets alors qu'on est formé et qu'on a vraiment très envie. Puis je me permets de parler pour ma collègue gynéco parce qu'effectivement, des sages-femmes qui gèrent toute la gynéco, ça n'existe pas. Il nous faut des gynécologues, il nous faut des gens formés. Et ça n'est pas possible de déléguer aux sages-femmes que j'adore toute la gynéco, ça n'est pas réaliste. Il y aura peut-être des questions en ligne, il y en a une autre dans la salle. Et entre-temps, François-Xavier voulait simplement réagir. C'est bien de pouvoir laisser parler dans la salle aussi. Bon, ben, on prend la question. Merci. Je m'appelle Marie Bonneau, je suis médecin généraliste et présidente du syndicat Réagir Poitou-Charentes. Je voulais vous rejoindre, Madame Bourra, sur le plaidoyer pour les guichets uniques d'accompagnement à l'installation. Et spécifiquement, mentionner que c'est à mes yeux un dispositif qui est pertinent à l'échelle départementale et surtout avec un accompagnement humain. L'objectif, c'est de rencontrer ces jeunes professionnels de santé quand ils sont étudiants, quand ils sont remplaçants, quand ils commencent à former leur projet professionnel. Et ce, incarné, c'est-à-dire par une équipe restreinte et à de multiples reprises au fur et à mesure du moment où ils forment leurs souhaits, parce que c'est ça qui permettra d'appuyer ces dynamiques positives locales que vous mentionnez. Mon syndicat a fait toute une recommandation à ce sujet et donc du coup j'invite évidemment les responsables politiques à le découvrir. L'autre élément, c'est que souvent, ce qui nous est répondu, c'est à l'échelle départementale, il n'y a pas forcément les financements pour avoir ces personnels dédiés à cette activité. En Charente-Maritime, j'ai récemment rencontré ce que le département a réalisé. C'est un site internet qu'ils ont appelé Guichet, mais qui du coup n'a pas du tout ces vertus que j'ai pu vous décrire. Du coup, on se retrouvait, alors qu'on devait réfléchir à quel contenu y mettre, avec des représentants des contrats locaux de santé, qui sont, à mes yeux, financés par l'ARS, avec la chargée de mission santé du département qui était là, ainsi que de nombreux coordinateurs de CPTS. Et donc, on se retrouvait avec des financements du département, des financements de l'ARS, des financements de l'assurance maladie, qui avaient donc plein d'employés administratifs qui visaient le même objectif, c'est-à-dire l'offre de soins territoriale, et qui pourtant tiraient un peu chacun de leur côté plutôt que de coordonner. Donc ce terme que nous, en médecine générale, on s'est approprié d'exercice coordonné sur les territoires, et peut-être qu'il faudrait aussi le réfléchir en termes d'administration et de politique de santé d'une manière plus générale. François-Xavier voulait réagir. On va d'abord laisser Didier Simon et oui, alors c'est très vrai ce que vous dites, hein, mais ça a été évoqué par Cécile tout à l'heure. C'est le processus Jeunes Terres d'accueil dont peuvent s'approprier chaque département. Hein. Le département de la Vienne, bon, on a eu l'ECO. Le département des Pyrénées-Atlantiques fonctionne aussi sur ce modèle-là. Les Landes se mettent sur ce modèle-là. Et il y a un travail collaboratif, je l'ai dit tout à l'heure, et on travaille, moi je travaille étroitement en tant qu'élu RPS avec le conseil départemental des Landes, où on a recruté, on va lancer, on va faire un guichet unique, on va faire de l'humain, d'accord? On va faire du compagnonnage, on va commencer au niveau des internes. Nous, on part du principe qu'il faut partir à partir des internes. On est maître de stage. Et on a expliqué au département, c'est là où on amène nos compétences, chacun. D'accord? Donc, c'est des rencontres humaines, chacun avec sa responsabilité, et on produit du collectif et on produit quelque chose d'efficace.
Et on commence, nous, au niveau des internes, parce que nous, c'est important. Les internes, ils viennent en stage chez nous. Et après, ben, on les harcèle. Il y a Inès qui est dans la salle, je ne sais pas où elle est, pour qu'elle s'installe chez nous. Chez nous, non pas chez vous, chez nous. Il y a d'autres. Et donc, c'est important ce que vous dites, et il faut qu'effectivement que les collectivités travaillent davantage avec les médecins et pour qu'on puisse être efficace. Il y a d'autres tables rondes qui vont commencer ensuite. Donc, François-Xavier levait la main tout à l'heure. Et Oui, puis après, on terminera, vous pourrez discuter. Oui, j'aurais voulu juste livrer 3 réflexions. Quand vous dites c'est dommage que l'université soit pas là. Moi, j'étais au conseil d'orientation de l'ONDPS, l'Observatoire national de la démographie des professions de santé. En fait, si vous voulez, en médecine générale, alors on n'en a pas parlé, mais la médecine générale a été reconnue comme spécialité, il y a une universitarisation, il y a une recherche, et là vraiment, c'est quelque chose de fondamental, parce qu'on s'aperçoit que dans les pays où les médecins généralistes font de la recherche et sont associés on produit une connaissance qui est très utile pour éclairer les politiques publiques, donc ça c'est très positif, mais en même temps, vous avez un blocage interne aux universités, c'est que pour avoir le secteur 2, il faut être chef de clinique. Et donc, du coup, les profs d'université sont surnuméraires dans certaines spécialités ou surspécialités, et les médecins généralistes ne sont pas assez encadrés. Il n'y a pas assez de profs. Et donc, non seulement il n'y a pas assez de maîtres de stage, mais enfin, ça dépend des régions, mais il n'y a pas assez de profs. Et donc là, ce n'est pas les pouvoirs publics. C'est au sein de la profession médicale, un petit peu, enfin, vous voyez, enfin, faut pas non plus être binaire, quoi. Donc, il y a un blocage au sein des universités, c'est l'accès au secteur 2. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Moi, je me souviens de Marisol Touraine qui était venue nous dire il faut former beaucoup de généralistes et tout. Et les universitaires disaient bah oui, mais il n'y a pas de profs. Donc, bon, alors ça s'améliore, ça s'améliore. Mais là, il y a un blocage. Deuxième chose, il y a un grand absent, c'est l'hôpital. Parce que, en fait, les territoires attractifs, c'est aussi des territoires où il y a des établissements, où il peut y avoir des consultations avancées, où on peut avoir un peu d'exercice mixte, où finalement c'est sécurisant d'avoir un établissement. Donc c'est là où les hôpitaux de proximité, c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais il faut s'interroger aussi sur la concentration des plateaux techniques, la concentration des hôpitaux, et c'est comme la métropolisation, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où on a été vraiment trop loin. Alors certes, des problèmes de... Alors ce qui existe dans certains pays, c'est par exemple dans les pays nordiques, on a des polycliniques, c'est-à-dire c'est du soin de premier recours, etc. Mais il y a quelques lits. Et donc, ça permet, si vous voulez, d'éviter certaines hospitalisations, de faire de l'observation, etc. Moi, je ne sais pas si c'est une solution, mais je dis simplement que le lien ville-hôpital, à mon avis, fondamental, parce qu'on s'aperçoit que la crise de l'hôpital aujourd'hui ne pourra être réglée que si les soins ambulatoires sont différemment organisés. Et du coup, il faut que chacun apporte et par exemple, en termes de système d'information, quand les hospitaliers ne remplissent pas ou ne transmettent pas au niveau du circuit médicamenteux, on voit bien les parcours médicamenteux, mais c'est parfois ubuesque. Donc là, la coordination hôpital-ville est fondamentale. Et en termes d'installation, c'est une variable. Et ma dernière, si vous me permettez, je voudrais juste sur la liberté. Vous dites la liberté, mais si vous voulez, on peut avoir une définition que j'appellerais négative de la liberté, c'est celle des libéraux économiques, Hayek. C'est-à-dire la liberté, c'est ne pas avoir de contraintes. Et actuellement, les libertariens américains nous servent ça tous les jours. La vraie liberté, c'est ne pas de contraintes. Mais il faudrait réfléchir quand même. Les contraintes. On est dans une société. On ne peut vivre ensemble que s'il y a des règles du jeu. Et la grande leçon du Covid, vous citiez le Covid et vous avez tout à fait raison, c'est qu'on s'est aperçu que la solidarité, avant d'être une vertu, c'est une nécessité. Et donc, du coup, il nous faut des normes et des règles communes. Donc, c'est ça la question. C'est la liberté, c'est pas l'absence de contraintes. C'est quelles sont les contraintes socialement acceptables pour améliorer et servir le bien commun. Et je pense que ça, c'est la vraie réflexion à avoir. C'est pas on est des assiégés ou c'est pas on va nous bouffer ou on va disparaître. Moi, je suis pas très enclin à ce discours-là. D'abord, il n'est pas très mobilisateur pour les jeunes. Entre nous, si certains médecins ne trouvent pas de remplaçants, c'est parce qu'ils ne veulent pas le système normatif des anciens. Ils préfèrent reconstruire de nouvelles normes avec les patients, etc. Donc, si vous voulez, moi, je crois qu'il faut vraiment... Votre question est importante, mais il faut vraiment réfléchir sur
quelles sont les contraintes acceptables de nature à améliorer le système, et on en prend notre part, et quelles sont les contraintes que on refuse. Mais si vous voulez, la question, c'est pas celle de la liberté, c'est l'acceptabilité des contraintes. Et je crois qu'il faut réfléchir dans ce sens-là. Enfin, c'est un petit peu le cri du cœur, si vous voulez. Ça pourrait être une conclusion, mais c'est vrai qu'il y a des micros qui sont tenus depuis longtemps. Vous deux, et après c'est terminé parce qu'il y a ceux qui sont en ligne qui veulent dire un Oui, mot. juste pour rebondir un peu sur la formation. Rapidement, parce que c'est... Oui, ça va être Si vous voulez déjeuner, très comme vous voulez. rapide, tout à fait. La formation, je pense, bon, elle est universitaire, ça, il n'y a pas de problème, mais à quand la délocaliser dans nos villes moyennes? Il y a eu des expériences de délocalisation de formation. Et pourquoi on ne le ferait pas dans nos villes moyennes pour rebondir sur ce qui a été dit par M. Chevillard, c'est que ces gens qui sont formés en local peuvent y rester. Donc voilà, je pense que c'est un tremplin à prendre, mais il faut convaincre l'université. Tout à fait, il y a des universités qui ont des antennes et tout. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est changer l'esprit du concours. Alors, il y a ça. Non, mais parce que c'est un concours hyper scolaire et on prend l'excellence scolaire. Vous savez, les Anglais sont des gens bizarres, mais pour sélectionner les médecins, les Anglais ils posent une question idiote, mais elle est anglaise. C'est pourquoi vous voulez faire médecine. Voilà. Tout à fait. Merci pour cette précision. Et puis, micro. juste pour finir, c'est que, j'ai perdu le fil mais bon, c'est pas grave. Pas seulement au niveau de la médecine, parce que s'il y a les médecins tout seuls et il n'y a pas un tissu avec qui ils travaillent ensemble en interprofessionnel, en interpro, ça ne marchera pas. Délocalisation de la formation des IPA, délocalisation des formations de tout ce qui est paramédical. Mais pourquoi on ne le ferait pas? Alors qu'on a les capacités dans nos territoires avec une mobilisation qui pourrait être, je veux dire, pertinente. Juste à droite, et comme ça on termine. Point sur ce qu'on a échangé là, à l'instant, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais la liberté, c'est aussi la responsabilité. Je préfère responsabilité que contrainte. Mais je crois qu'aujourd'hui, les médecins sont, pour la plupart, ont cette notion de responsabilité territoriale en particulier. Voilà. Mais bien entendu, on est d'accord. Après, les mots changent. Hein. Moi, le mot contrainte, j'avoue que j'ai du mal. Mais la responsabilité territoriale, oui, aujourd'hui, on l'assume dans beaucoup d'endroits, en étant libéral, sans pour autant rentrer dans des systèmes et sans qu'on nous l'impose. Excusez-moi, docteur, mais je ne mets pas du tout en cause votre personne. Oui. Mais non, vous n'assumez pas, je suis désolé. Il y a des territoires entiers où il n'y a personne. Donc il faut bien se dire qu'il y a quand même un problème de régulation. Si on prend l'exemple des Allemands, les médecins sont des médecins de caisse, bon ça c'est une histoire historique, mais ils assument la régulation dans les districts qui sont plus réduits d'ailleurs. Ils ont des problèmes dans les Länder de l'Est qui sont un peu identiques à nos territoires ruraux, mais ils sont solidaires entre eux, si vous voulez. Et quand on disait le contact humain, la solidarité, c'est fondamental. Donc il y a une prise de conscience professionnelle. Moi, je ne vois pas l'équivalent ici, je suis désolé. Au niveau local, au niveau d'équipe locale, vous avez... Au niveau des médecins volontaires, vous voyez, entre départements. Au niveau professionnel et territorial, moi, je suis désolé, mais là, il y a quand même un blême. Hein. Oui, mais c'est en train de se mettre en place et moi, je pense que ça se fait plus sur la responsabilité et puis c'est une notion qu'il faut développer aussi, hein, voilà, plus que sous la contrainte. Mais on en vient à ce dont on a discuté ce matin, c'est-à-dire cette espèce de schizophrénie à la fois politique et territoriale sur le fait de vouloir amener toute la population dans les villes et de vouloir mettre les médecins à la campagne. Voilà, il y a quand même un sujet là-dessus. Et dernier point, et j'en ai pour 2 secondes. J'avais imaginé, moi, il y a une vingtaine d'années, je me disais, tiens, mais santé navale disparaît, il faudrait faire santé rurale. Voilà. Ce qui aurait été une excellente idée. C'est-à-dire qu'on propose à des étudiants un pensionnat, une formation. Moi, je voyais quand j'étais étudiant en médecine, les navalais, ils étaient au premier rang. Le bus les attendait à la sortie, on leur répétait les cours et ils étaient reçus en priorité au concours. Voilà. On aurait pu mettre ça en place parce qu'on le voyait venir quand même. Voilà, avec une retraite à 45 ans. Et puis voilà. Et je pense que là, on aurait eu beaucoup de candidats. Non, mais comme les militaires, mais c'est vrai. Voilà. Et on aurait sans doute réglé les problèmes aujourd'hui et on aurait eu des médecins sur les territoires. Et puis il y a un deuxième point qu'on aurait pu faire aussi, imaginer, voire remettre en place, c'est l'internat périphérique. Quand il y avait l'internat périphérique, vous aviez des étudiants qui passaient
3 ans. Médecin junior, il va avoir la tête dans les guidons pendant 1 an, il va avoir à peine le temps de s'installer, et peut-être pas toujours dans de bonnes conditions, hélas, et qui lui donnera peut-être pas envie de rester sur les territoires. Quand vous étiez interne périphérique, vous passiez 3 ans en périphérie, vous aviez tout le contexte professionnel autour, vous alliez faire des remplacements en ville, vous étiez à l'hôpital, vous connaissiez donc le milieu hospitalier, le milieu libéral et toute cette organisation, et les gens restaient. Beaucoup sont restés sur leur territoire. Voilà. Et c'est dommage de ne pas remettre ça en place. Merci beaucoup. Emmanuel, je vous laisse conclure. Oui, on va devoir. On a largement débordé, le sujet sera repris. Les prochaines, nous faire une table ronde sur toute la journée, je pense. Oui, c'est ça. On va poursuivre autour du buffet qui nous attend. Donc voilà, nos participants sont encore là. Merci infiniment de votre venue.